Vendredi matin, 25 juillet, il est 6 heures. Bienvenue avec nous. Bonjour à tout le monde à la maison. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, on a failli pas vous avoir avec nous ce matin. Ça a passé très bien. Une fausse alerte? Une demi-fausse alerte. Une demi-fausse alerte. Ouais. Faites attention pour pas que Sylvie accouche dans son bain. J'ai tombé ma piscine cette semaine. Ça y est, là, c'est fait. Bienvenue avec nous, mesdames et messieurs. Beaucoup de choses dans l'actualité, Jean-François. D'abord, De Gaulle, hein, là, qui était rendu, en fait, pas lui, mais les cérémonies qui avaient lieu à Montréal, où il y a eu toutes sortes de... Un peu de brasse camarade à Montréal? Non, pas vraiment. Quelques incidents isolés, mais généralement, ça s'est passé de façon plus calme que ce qui avait eu lieu la veille à Québec, que ce 30e anniversaire du Vive le Québec libre. Et il y a également le rapport sur les jeunes qui s'étaient suicidés là, à Quaticook. À la polyvalente La Frontalière, bien difficile pour le coroner de dégager une conclusion précise. On ne trouve aucun lien entre ces 5 suicides. Un rapport qui, vous allez constater tout à l'heure, leur fait ressortir toute la complexité du problème du suicide, et particulièrement celui chez les jeunes. Tout à fait. Merci, Jean-François, à tout à l'heure. Guy, dans les sports, les équipes montréalaises, vraiment, ça a été la dèche. Un fiasco hier soir. Il ne faut pas avoir peur des mots. On va commencer, tiens, par les expos, si ça vous intéresse. C'est Pedro Martinez qui lançait hier. Habituellement, avec Pedro Martinez, on dit on est en voiture. Oui. Bien, hier, il y a le fameux Luis Gonzalez, que maintenant on appelle le bourreau des expos. Il a frappé un circuit hier. Il a frappé également un coup sûr. Et puis, les expos ont perdu. Ça, c'était un vol de but douloureux. Les expos ont perdu par la marque de 10-5 contre les Astros de Houston. Alors, c'est une 6e défaite de suite pour Montréal contre les Astros. Du côté du stade olympique, les Alouettes affrontaient les Esquimaux d'Edmonton. Il y a eu des jeux truqués, il y a eu des touchés. Un peu plus du côté des Esquimaux qui ont gagné 34-24. Puis pendant ce temps-là, au Centre Molson, les Roadrunners ont perdu contre Anaheim. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vous dois un café. Ah oui, c'est vrai. Il y avait 10 025 spectateurs. Ah, excusez-moi, je m'étais trompé de 25. Oui, mais moi, je m'étais trompé de 3 000. Alors, vous avez gagné votre pari. J'espère que c'est comme ça que vous le prenez. Oui, oui, oui. Bon. Avec un peu de rouge à lèvres comme ça, c'est bien. Ben, il a fallu que j'y goûte pour savoir si c'était bon. Tiens, j'ai une devinette pour vous, les gars, ce matin. Elle est microscopique, d'accord, aussi petite qu'une cellule du sang, 20 fois plus fine qu'un cheveu, hein, et c'est en silicone. Qu'est-ce? Regardez bien. Regardez bien, je sais à quoi vous pensez. Mais c'est la plus petite guitare au monde. Regardez ça. Elle a la taille d'une cellule de sang humain. Ça a été fabriqué, ça mesure à peu près 10 micromètres, c'est-à-dire 10 millionièmes de mètre. Et bon, les chercheurs en technologie ont fabriqué ça juste pour le plaisir. Puis pour montrer c'est ça. Ça va sûrement rendre service à la science. Ben oui, mais elle joue dans un petit bar. Elle n'émet aucun son, cependant. Elle n'émet aucun son. On va aller rejoindre José à la météo pour aujourd'hui. José, des bonnes nouvelles encore? Oui, tout est bien qui finit bien, Hélène, pour tous ceux et celles qui terminent leurs vacances aujourd'hui. Le beau temps se poursuit encore aujourd'hui et demain. Il faudra en profiter puisque dimanche, on prévoit des averses. Je vous donnerai tous les détails dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Une belle semaine qui va se terminer donc pour les gens de la construction là, qui terminent et qui en ont profité, j'espère. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons, en fait, vous recevez, on reçoit ensemble Richard Legendre, qui est le directeur du tournoi de l'Omnium Morier. Oui. Mauvaise nouvelle hier avec Pete Sampras qui a déclaré forfait à raison d'une blessure. Mais oui, le numéro 1 mondial. mondial. Oui, mais en tout cas, il y a plein d'activités quand même à partir de la semaine prochaine. Beaucoup de belles cuisses aussi au stade du Morier. Je parle pour moi. Danny Soyer dans la chronique Internet va être là également aujourd'hui. Stéphane Brochu, tiens, dossier important, va nous parler de la sécurité à bord des motomarines. Dossier très encore chaud. dans l'actualité ce matin. Oui. Il y a eu un autre accident hier. Je sais. Et donc, on va parler de ça avec lui. Et également, nous recevons le comédien Guy Jodoin, qui est bien connu dans les émissions jeunesse et tout ça, et qui joue au théâtre cet été. Donc, il va être là avec nous aujourd'hui. Alors, prenez un bon café, pas trop d'eau de lait, possible. On s'arrête quelques minutes. Qui est commémorative dans autant de municipalités du Québec. Hier, tout ça se terminait à Montréal par une cérémonie pour le 30e anniversaire de ce Vive le Québec libre. Quelques petits problèmes avant que les cérémonies ne débutent. Il y a eu altercation entre quelques fédéralistes qui s'étaient amenés sur les lieux, bien que, autant du côté souverainiste que fédéraliste, on avait découragé les gens de se rendre sur place, question de ne pas faire de provocation comme ce qui avait eu lieu à Québec. Il y a eu altercation, mais sans plus. Pour le reste, ça s'est très bien passé. On parle entre 2 et 3 000 personnes qui se trouvaient là. Des gens un peu plus âgés que ce à quoi on pouvait s'attendre, peu de jeunes. Évidemment, ça contrastait avec l'enthousiasme du mouvement souverainiste en 1967 et dans les années 70. C'est ce que déploraient d'ailleurs bien des gens.
Celui qui a volé la vedette, vous le voyez, Jacques Parizeau, il ne devait pas s'adresser aux gens, contrairement à Bernard Landry et aux responsables de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Finalement, il a prononcé quelques mots. On écoute un extrait de ce qu'il a dit. Belle journée encore. Ce soir, c'est dans la joie qu'il faut se dire était belle cette journée de 1967. Il y a une plus belle journée encore qui s'en vient. À bientôt, mes amis. Le dossier des suicides à Coatico, que le rapport du coroner a été déposé hier. Oui, le coroner Roger Michaud qui conclut qu'il n'y a aucun lien entre les suicides de 5 adolescents qui étaient survenus sur une période de 4 mois à l'école La Frontalière de Coaticook en Estrie. À suite de son enquête, donc, il a déterminé que les victimes habitaient dans des endroits différents, qu'il n'avait aucun lien d'amitié entre elles. En fait, tout ce qui les unissait, c'est leur sombre projet de suicide et le fait de fréquenter la même école. Maintenant, le problème ressorti dans ce rapport-là en est un de ressources et d'organisation pour faire face à ce problème du suicide. On le sait, hein, c'est un problème qui fait constamment surface et face auquel on se sent souvent désemparé. Le coroner qui, dans son rapport, invite entre autres les intervenants, la sécurité publique, la santé, les services sociaux et l'école La Frontalière à faire vraiment front commun pour combattre ce problème du suicide. On demande également à ce qu'une infirmière à temps plein travaille à l'école La Frontalière pour sensibiliser les gens, aider les jeunes également. On demande aussi à ce que des séances d'information soient tenues pour les parents. En fait, ce sont les généralités qu'on entend souvent sur le suicide. Il faut voir venir ces signes avant-coureurs. Dans 2 des 5 cas, en tout cas, les jeunes en avaient parlé à certains de leurs amis. Il suffit de pouvoir reconnaître ces signaux-là. Il semble que la CSST ne soit pas la seule à filmer ses prestataires. Non, on en a entendu parler cette semaine de la CSST avec cet homme que vous avez vu faire ses travaux d'aménagement devant son domicile alors qu'il était depuis 1994 sur la CSST pour des blessures au dos. Il va porter plainte à la commission des droits de la personne. Il y allait assez fort d'ailleurs sur ses travaux d'aménagement. Il va porter plainte à la commission des droits de la personne qui va donc se pencher sur ce problème-là. Mais il y a d'autres organismes, selon le quotidien La Presse, qui font appel à de telles méthodes de surveillance vidéo pour des cas présumés de fraude. On nomme entre autres la Société de l'assurance automobile, le ministère du Revenu, Poste Canada. Du côté de Poste Canada, on parle du fait que ça a permis de faire 6 mises à pied depuis 2 ans. Également l'hôpital Douglas de Montréal qui ont recours également à ces méthodes-là. Bon, il y a toutes sortes de disparitions qui arrivent, des fois des enfants, des fois des emplois, mais là, un lac qu'on veut faire disparaître. Le lac Vert, ça se trouve à Saint-Romuald, sur la rive sud de Québec. Et Karine Champagne, ce ne sont pas pour des raisons de sécurité qu'on veut faire disparaître ce lac-là. Pas du tout. La ville de Saint-Romuald a décidé de faire disparaître cette ancienne carrière parce qu'il y a une partie de la clientèle qui est devenue nuisance publique pour les résidents du coin. Il y a énormément de nudistes. Également, on a cru remarquer la présence de pédophiles et d'homosexuels quotidiennement aux alentours du lac. En fait, les résidents qui habitent tout près se faisaient même voler leur case de stationnement. Il y avait énormément d'achalandage. Ils se faisaient également déranger le jour et la nuit. On retrouvait des bouteilles de bière fracassées le matin venu. Donc, aussi, aménager un parc, ça aurait coûté excessivement cher. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, la ville de Saint-Romuald a obtenu de la multinationale Irving, qui est la propriétaire du site, le droit de vider le lac de son contenu et de le remplir de pierres. Ça va coûter environ 50 à 60 000 $ et les travaux devraient commencer en septembre. Merci, Karine. Au revoir. L'opposition s'organise à Montréal. Oui, en vue de cette réunion importante du 11 août prochain, assemblée extraordinaire où on va décider du sort de cette vente de l'hippodrome. Alors qu'hier, Germain Préjean prenait le chemin des banquettes de l'opposition. Ils sont 27 maintenant dans l'opposition contre 24 pour le parti Vision Montréal du maire Bourque. Ce qui ne veut pas dire cependant que ça ne peut plus se gouverner, la ville de Montréal. Au contraire, ce n'est pas homogène, ce n'est pas un bloc nécessairement homogène, l'opposition. Il y a 18 indépendants, 7 du RCM et 2 de la coalition démocratique. Ces gens-là devront s'entendre, être sur la même longueur d'onde pour offrir vraiment une opposition efficace au maire Bourque. Donc, un 15e conseiller qui est passé du côté de l'opposition et qui donnait 2 motifs pour sa décision hier, c'est-à-dire la vente de l'hippodrome, évidemment, la perte de crédibilité du maire Bourque également. Merci beaucoup, Jean-François. À tantôt. Vous savez qu'il y a différentes formes d'être vivant, hein? On vient de voir, il y a des nudistes, il y a des animaux, il y a des parasites, des microbes, etc. Eh bien, on vient de découvrir une nouvelle forme de vie dans les profondeurs de l'océan Pacifique. C'est une équipe de chercheurs basée au Japon qui a été capable d'aller chercher cette espèce de ver à, et tenez-vous bien, 19 000 pieds de profondeur. Gérald Daou
Et c'est Maryse Tremblay qui nous trace le portrait de cet homme. Si plusieurs pensaient qu'ils étaient disparus, détrompez-vous. Les maréchaux ferrants existent toujours et sont encore là pour un bon bout de temps. À l'instar de la plupart des métiers traditionnels, le métier qu'exerce Gérald Daou n'est pas près de disparaître. C'est un métier au niveau où la technologie ne peut pas prendre la place de l'être humain, je pense, puis faire un cheval. Monsieur Daou est propriétaire de chevaux depuis plusieurs années. À la recherche d'un métier plus manuel et plus humain, l'homme originaire des Laurentides s'est inscrit à une formation spécialisée à l'école de l'État de l'Oklahoma aux États-Unis pour devenir maréchal ferrant. La formation d'une durée intensive de plus de 2 mois touche à tous les types de ferrage. On va faire 150 cas de ferrage. On va faire des chevaux qui ont perdu aussi bien des sabots, on va voir ça, des chevaux courbés, des mules, des ânes, des chevaux de trait, des chevaux de selle, des chevaux de course. Alors, c'est ce qui est intéressant là-bas de suivre ça. Voyant des ouvertures intéressantes pour l'exercice de son métier, Daou s'est installé à Port-Daniel au printemps dernier. Et c'est la Gaspésie elle-même qui l'a convaincu de le faire. Moi, tu vois, je viens des Laurentides. Moi, il y avait surtout du ski alpin. Mais ici, je retrouve le ski alpin si je veux. Mais en plus de ça, ben, écoute, il y a la mer, puis il y a les rivières, puis il y a tous les parcs. Il y a Forillon, il y a le Rocher-Percé. J'ai pas besoin d'en ajouter trop, là. Il y a des choses assez particulières, là, pour attirer quelqu'un. Monsieur Daou travaille sur tout le territoire de la péninsule gaspésienne et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Si le métier demeure traditionnel, la façon de l'exercer, elle, a bien changé. Le maréchal se déplace avec une forge au propane portative et son coffre d'outils bien garni. Et il a l'intention de le faire encore longtemps. Jusqu'à temps, oui, que la santé le permet. Hein. C'est un métier qui, physiquement, qui est assez dur. Mais on me dit que M. McInnes, à Port-Daniel, avait 93 ans, puis il forgeait encore à l'occasion. J'imagine que oui, je vais essayer de le faire aussi longtemps que je peux. Puis à la rigueur, ben, tu mets le cheval dans un travail, un genre de stand pour tenir le cheval. À ce moment-là, c'est moins dur pour le dos. Puis tu continues à travailler puis à faire de ton mieux. J'aime beaucoup Maryse Tremblay, TVA, New Richmond. Besoin d'attention. Un cheval... Je sais pas, mais il me semble que si j'avais un cheval, je n'hésiterais pas du tout à lui confier. J'ai des sabots à la maison, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour ça. Voici notre adresse si vous voulez nous faire parvenir l'anniversaire d'une personne qui vous est chère. Vous nous envoyez son nom, son âge et la date d'anniversaire, ainsi qu'une photo à l'adresse qui apparaît à l'écran. 6h30, bon matin à tous, bon vendredi 25 juillet. Je vous parle à ce moment-ci de la planète Mars. Écoutez, depuis le début de l'expédition avec la sonde Pathfinder, on vous a donné énormément d'informations. On vous avait dit à un moment donné aussi qu'il y avait un promoteur américain qui avait décidé de vendre des parcelles de terrain, mais il pourrait peut-être être poursuivi en justice. Parce que imaginez-vous que la NASA l'est en ce moment. Il y a 3 résidents du Yémen qui ont décidé d'intenter les poursuites judiciaires contre la NASA en disant qu'ils se sont introduits de façon illégale sur la planète Mars. C'est à nous, cette planète-là. On est héritiers légaux de cette planète. Nos aïeux y ont vécu il y a 3000 ans. Bon, c'est une question de religion, de descendance et tout. Ouais. Ils sont même arrivés avec des documents devant le procureur général du Yémen, des documents prouvant qu'ils sont propriétaires de la planète Mars. Et là, ils poursuivent la NASA en disant, de un, vous cessez l'expédition. Vous n'avez pas le droit de transmettre des informations provenant de cette planète-là avant d'avoir notre autorisation. Et ils les poursuivent pour s'être introduits illégalement sur une propriété privée, sur un territoire privé, sans avoir informé les propriétaires et sans avoir demandé de permission. Alors, on va voir si la NASA... que la NASA va répondre à tout ça et de quelle façon ça va se conclure. Il doit y avoir du Richard Glenn en dessous de ça. Je sais pas, mais en tout cas... il va être content, lui, ce matin. Il y a des droits territoriaux sur la planète. Il faut voir à partir de quoi tout ça est fondé, religion et tout. Mais enfin, Pascal, vous n'êtes pas propriétaire. Si vous êtes propriétaire d'une parcelle de l'univers, dites-le tout de suite, là, avant d'être obligé d'intenter des poursuites. Moi? Ouais. Ah, vous êtes propriétaire de vous-même? Voici une parcelle de l'univers. Ben, c'est déjà bien que vous preniez cette responsabilité-là. Ben, ça, écoutez, c'est la moindre des choses, hein? Ah, mais c'est pas toujours le cas. C'est la moindre des choses. Je suis responsable de moi-même. Oui, je vais bien. Je suis heureux ce matin. Je suis donc à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe qui se tient jusqu'au 27 juillet. Regardez à l'arrière-plan, Joanne. Wow. Ah, le Bigfoot! Ah, il est là, le Bigfoot. C'est un rêve que je caresse depuis très longtemps. Êtes-vous sérieux, là? De conduire le Bigfoot. Moi, j'ai toujours d'écraser des multitudes de voitures.
Non, j'écraserai pas de voiture aujourd'hui, mais je vais conduire les Bigfoot parce qu'il y aura des démonstrations et des spectacles de Bigfoot ici, donc à l'Expo agricole. Mais c'est un rêve que je caresse depuis longtemps, c'est pour ça que je suis venu faire un tour. Vous allez voir, c'est impressionnant. Quelle machine. Météo, alors, plusieurs mots à retenir pour le week-end. Aujourd'hui, c'est beau, il n'y a pas de problème, comme hier. Samedi, chaud, humide, hein, 30 degrés, beaucoup d'humidité, lourd, du temps tropical. Alors, mélange soleil-nuage en après-midi, beaucoup de soleil le matin, un petit 30 de possibilité d'averse en fin de journée et en début de soirée. Donc, 30 c'est isolé, il n'y a rien de sérieux. Dimanche, la même situation. Donc, par endroit, on pourrait avoir quelques petites averses en fin de journée, mais rien de sérieux. Ce sera chaud, humide, collant, lourd. Alors, l'air climatisé, ce sera peut-être pas une mauvaise idée. D'accord, merci beaucoup Pascal. Vous me donnerez plus de détails plus tard. Dans l'actualité, encore des événements entourant tous ces événements du 30e anniversaire. Oui, bien sûr. Hier soir, ça se passait à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il y a près de 3000 personnes qui se sont rassemblées devant le balcon de l'Hôtel de Ville où le général de Gaulle a, il y a 30 ans, prononcé son « Vive le Québec libre ». Il faut dire que l'ambiance de fête contrastait beaucoup, Joanne, avec les tensions de la veille à Québec lors du dévoilement de la statue de l'ancien président français. La diffusion d'une bande sonore de la célèbre déclaration de Charles de Gaulle a soulevé l'enthousiasme des manifestants, comme celle de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau, qui a d'ailleurs prononcé un discours impromptu. À Sherbrooke, le coroner Roger Michaud a fait une série de recommandations pour tenter de prévenir le suicide d'élèves et notamment à la polyvalente La Frontalière. On sait qu'il y a 5 jeunes qui se sont suicidés, des jeunes qui provenaient de cette polyvalente. Alors lui, ce qu'il recommande, Dr Michaud, c'est d'abord le maintien d'une infirmière à temps plein à l'école. On aimerait également que les parents puissent assister à des séances d'information pour tenter de trouver des façons de déceler des signes de suicide possible là, chez leurs enfants. Et on demande aussi aux médias de ne pas faire de sensationnalisme avec le suicide chez les jeunes. Merci beaucoup, Dominique. On va rejoindre Sylvain Racette. Sylvain, un autre événement déplorable en ce qui concerne les motomarines. C'est arrivé hier soir vers 20h sur la rivière des Prairies, à la hauteur de la rue Grenet, dans le secteur Quartier-Ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'une motomarine naviguait parallèlement avec un hors-bord. Et à un moment donné, le conducteur de la motomarine a bifurqué devant le navire, qui finalement est entré en collision, a passé littéralement dessus la motomarine, a blessé le conducteur, en fait des lacérations profondes à la jambe. On a dû transporter le conducteur de la motomarine à l'hôpital Sacré-Cœur, où il a dû être amputé. Merci beaucoup, Sylvain. Maintenant, à Québec, Nicolas Carrette, on va revenir sur ces événements, justement, au suite du dévoilement de cette statue du général de Gaulle. Oui, Joanne, puisque la police de Québec enquête sur le comportement d'un de ses policiers, d'un de ses membres qui a arrêté une partisane fédéraliste lors du dévoilement de la fameuse statue mercredi dernier. Le policier a vraisemblablement insulté Cécile Bussière, une dame de 65 ans, et celle-ci a déjà retenu les services de maître Guy Bertrand, qui la représentera devant le comité de déontologie policière. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. On va suivre ça. Et Carl, dans le monde du sport, comme il se doit à peu près toutes les 2 semaines, le vendredi, on parle de Jacques. Jacques Villeneuve, qui se retrouve en première page du journal ce matin. Je vais vous le montrer. Il dit qu'il veut aller encore plus vite. Bon, c'est un beau défi. Ça, c'est parce que, vous savez que les voitures ont des ailerons arrière. Il veut enlever l'aileron arrière, qui a 2 rabats, là. Il y a 2, on appelle ça des flaps. Il veut en enlever un et l'incliner un peu pour aller encore plus vite en ligne droite. Mais par contre, ça rend la voiture plus difficile en courbe, exactement. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer ça au Grand Prix d'Allemagne, parce que Jacques est suspendu avec sursis pour ce Grand Prix-là. Vous vous souvenez de sa gaffe qu'il a fait là, avec la voiture de sécurité? Il faut dire, Joanne, que l'ambiance était à la fête hier, ce qui contrastait beaucoup avec la veille à Québec, où il y a eu plus de manifestations lors du dévoilement de la statue du général. Nous avons un reportage de Julie Perrault. Reçu dans l'euphorie, Jacques Parizeau a presque volé la vedette au général. Il a saisi l'occasion pour fouetter ses troupes. On a bien failli l'avoir. Et la prochaine fois, on va l'avoir. Une foule de 4000 personnes, enthousiastes, enflammées. En fait, ça ressemblait étrangement à un soir de Saint-Jean-Baptiste, qui pour certains a débuté dès 17h. 30 ans plus tard, Charles de Gaulle secoue toujours la fibre nationaliste, même celle des jeunes. Le message que ça me donne, c'est que
c'est que le Québec, c'est pas rien. Le Québec, c'est pas des mangeux de poutine. C'est un peuple qui tient debout, qui a des appuis à l'étranger. D'autres se souviennent. Et comment ça se fait que 4 petits mots, 30 ans après, peuvent encore bouleverser un grand pays comme le Canada? Les unifoliés étaient peu nombreux, bien que l'unité canadienne avait ses défenseurs. Keep Canada together! Les prises de bec étaient plus rares ce mercredi à Québec, à part quelques cas isolés. On va voir 50 questions au prochain référendum. Oui, dans l'été, pouvoir faire. On va être reconnu par la France, on va être reconnu par les États-Unis. Mais le ton souverainiste a dominé toute la soirée. Bientôt, nous l'aurons, ce pays, dans la dignité et nous l'aurons mérité. Sur le balcon historique, même en l'absence du général, son cri résonne encore. Vive le Québec libre! Julie Perrault, Radio-Canada, Montréal. Cela dit, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Stéphane Dion a de son côté répliqué aux propos tenus mercredi par le dignitaire français Pierre Messmer lors du dévoilement de la statue de Charles de Gaulle à Québec. L'ancien premier ministre français a déclaré que la démarche d'Ottawa en Cour suprême sur la question de la souveraineté du Québec n'est que du vent. Stéphane Dion estime que Pierre Messmer devrait éviter la politique du 2 poids, 2 mesures au sujet de l'indépendance du Québec. Le ministre fait remarquer que la Constitution française prévoit l'indivisibilité du territoire national. La Constitution canadienne ne vaut que du vent. M. Messmer, M. Séguin devraient être prêts à dire la même chose de la Constitution du général de Gaulle, la Constitution de la Ve République, notamment dans son article 2, qui prévoit que, entre autres, la République française est indivisible. Et bien sûr qu'ils ne vont pas dire ça. Le coroner Roger Michaud a émis hier une série de recommandations pour prévenir d'autres suicides chez les élèves de la polyvalente La Frontalière de Quaticook. Dans son rapport d'enquête sur les 5 suicides survenus l'automne et l'hiver dernier, le coroner recommande notamment d'assurer la présence d'une infirmière à temps plein qui pourrait rencontrer les jeunes en difficulté. Il souhaite également que des séances d'information soient données aux parents pour qu'ils puissent déceler chez leurs enfants les indices menant au suicide. Le coroner demande par ailleurs aux médias de ne pas faire de sensationnalisme avec les suicides pour éviter le mimétisme. Une grève dans une usine de pièces au Michigan paralyse une partie des activités canadiennes du fabricant automobile General Motors. 6800 travailleurs de GM au pays sont confinés à l'inactivité en raison du conflit de travail américain. À la seule usine d'assemblage d'Oshawa en Ontario, 3000 travailleurs ont été avisés de ne pas se présenter au travail aujourd'hui. L'enquête sur l'assassinat du couturier italien Gianni Versace, selon le FBI, le présumé meurtrier de Versace, Andrew Cunanan, aurait tenté de quitter le pays avant de se suicider mercredi soir à Miami Beach. Cunanan aurait essayé en vain de se procurer un faux passeport. Les policiers doivent également examiner un carnet d'adresses et des relevés de compte découverts dans un coffre-fort près du corps de Cunanan. Les policiers interrogent aussi le propriétaire de la maison flottante où a été retrouvé le corps du fugitif. Et les chercheurs britanniques qui ont donné naissance à la brebis Dolly par clonage d'une cellule adulte ont annoncé une nouvelle découverte. Il s'agit de Polly cette fois, une brebis qui possède la caractéristique d'être aussi dotée d'un gène humain. Et Polly n'est pas unique, elle a 4 sœurs identiques. La découverte pourrait permettre de créer des troupeaux entiers de moutons qui seraient en mesure de produire des protéines humaines ou des produits sanguins utilisés dans le traitement de maladies chez les humains. Voilà pour nos informations. De retour à Joanne. Merci beaucoup, Dominique. On va revenir chez nous. On va parler de cyclisme, de ce Tour d'Abitibi. Oui, toujours un peu parallèle avec le Tour de France, à une semaine de différence à peu près, avec les meilleurs juniors au monde qui viennent en Abitibi pour faire le tour de ce coin de province. Et c'est le Néo-Zélandais Ben Powell qui a remporté la 4e étape disputée entre Amos et Lassar. Et c'est Carl Moore qui, au sprint, s'est approprié le maillot brun de leader. J'ai de la misère avec ça, le maillot brun. Il aurait pu plus prendre une autre couleur, ça? C'est beau, le brun. Certaines portent très bien. Ça revient à mode. C'est bon, en tout cas. On écoute le reportage de Jocelyn Corbeil là-dessus. Dès le départ à Amos, les cyclistes du Canada montrent un peu plus de mordant et se portent à l'attaque à quelques reprises sans trop de succès. Détenteur du maillot brun de leader du Tour, l'Américain Joshua Thornton se montre vigilant. Ses coéquipiers contrôlent à merveille la course où personne ne semble être en mesure de s'évader du peloton. Classé au 31e rang avant l'épreuve, Ben Powell de la Nouvelle-Zélande tente sa chance à 20 km de l'arrivée.
À 15 km de la Sarre, l'échappée prend forme lorsque le coéquipier de Powell, Carl Moore, et un coureur américain se retrouvent à 20 secondes devant le peloton qui sommeille. Le maillot brun est déjoué par la stratégie des Néo-Zélandais qui raflent les 2 premières positions de l'étape. L'Américain Joshua Thornton termine 7e à 41 secondes du gagnant. Il perd ainsi son maillot brun aux mains du vainqueur de l'étape, Ben Powell. Ému, le nouveau leader du Tour avait de la difficulté à réaliser qu'il portait maintenant le précieux chandail. Getting the medal was pretty amazing, but just getting the brown jersey is just, you know, just amazing. I can't believe it happened. Charles Dionne de l'équipe du Canada réalise la meilleure performance québécoise avec une 7e place au terme d'une autre étape frustrante pour les Canadiens. Il y a eu des attaques après attaque. Puis, encore, on tenait toutes les attaques sauf une aujourd'hui, puis c'était la bonne. Les coureurs de la Nouvelle-Zélande ont réussi à mettre un peu de piquant autour de la BTB à l'aube de la plus importante épreuve de la semaine, le contre-la-montre individuel. Jocelyn Corbeil, à la Sarre. Coudon, ils ont-tu perdu le Mexicain? On n'a pas entendu parler. Non, ils suivent le peloton, pas de problème. Les Expos ont perdu, les Alouettes aussi ont perdu hier. Merci beaucoup, Okay. Carl. Pascal, il n'y a pas eu d'accident à l'exposition agricole? Non, mais quelle joie! Oui, j'imagine. Je suis sûr que ça vous tenterait de faire ça. Moi, j'aurais peur de verser. Non, mais c'est stable. Écoutez, c'est sûr qu'il y a danger de verser quand vous écrasez 2-3 voitures, mais là, je ne l'ai pas fait, donc ça se conduit très bien. Quelle puissance sur ce moteur! Et justement, on va voir justement quelqu'un qui est un expert du Bigfoot. C'est George Espada qui est là-bas, donc, dans son Bigfoot. Il va vous faire une petite démonstration pendant notre bulletin météo, ma chère. Bon, bien, on écoute et on regarde. Alors, vous écoutez maintenant, donc, météo en même temps pour Montréal aujourd'hui. Vous allez voir tout de suite, il n'y a pas de problème, ce sera beau. Alors, pas de problème sur Montréal, beaucoup de soleil. Maximum 29. Et ce sera chaud et humide en fin de semaine avec des petites possibilités d'averses en fin de journée à 30 %, mais une bonne part de soleil, surtout le matin. Pour l'Outaouais aussi, beaucoup de soleil aujourd'hui, avec des températures à près de 30 degrés. Alors, on voit justement à Bigfoot. Pour l'île Laurentide aussi, beaucoup de soleil aujourd'hui, 28. La Mauricie, beaucoup de soleil. Ben, vous voyez, là, il roule un peu sur le côté. Lorsqu'on s'amuse. Alors, la Mauricie... Beaucoup de terrain pour 25 millions de dollars. Et même que le gouvernement du Québec s'était engagé à investir au cours des 5 prochaines années, en fait, 15 millions, à condition que le partenaire américain, lui, investisse 45 millions. 15 mois plus tard, constate Sanson, le carnet de commandes est à sec et on ne sait pas très bien combien la compagnie, finalement, a investi dans ce fameux chantier maritime. Alors, Sanson écrit, on continue pendant ce temps-là de vendre du rêve aux travailleurs qui ont consenti, eux, des concessions importantes au niveau de leurs conditions de travail. Alors, et on sait que le Dominion Bridge, enfin, il y a une querelle épique entre les actionnaires, que l'action de la bourse, à la bourse est tombée grandement, enfin, il n'en reste plus, c'est 1,35 US actuellement. Alors, Sanson se dit finalement, c'était peut-être le choix du gouvernement Bouchard et en l'occurrence du ministre Daniel Payé, de l'ex-ministre Daniel Payé. Et Sanson écrit, le gouvernement Bouchard a en fait fui le bateau avant qu'il ne coule. Ce monstre boulimique, le chantier maritime, avait englouti 500 millions de dollars en fonds publics d'Ottawa et de Québec. Alors pour lui, Québec en fait a payé 25 millions à Dominion Bridge pour s'en laver les mains politiquement. Le même gouvernement, écrit toujours Sanson, plonge cette fois à coups de dizaines de millions dans l'hippodrome de Montréal afin, dit-il, de sauver les 4000 emplois liés à l'industrie des courses de chevaux, encore plus moribonde que la construction de navires. Mais chaque fois, conclut Sanson, ce ne sont que nos impôts. Voilà. Dans, maintenant, le droit d'Ottawa, eh bien, c'est peut-être le dernier éditorial sur le général de Gaulle qui, alors 30 ans après, donc de Gaulle, selon Murray Maltais, reste extraordinairement présent dans nos têtes et dans nos cœurs. Les Québécois, dit-il, croyaient vivre un certain moment de répit après ce référendum. Les voilà, dit-il, replongés dans la tourmente. Et Murray Maltais de s'interroger si c'était bel et bien les intentions du général de Gaulle de dire ce qu'il a dit. Il s'est mêlé, dit-il, d'une question qui ne le regardait absolument pas, le gouvernement, en fait, qu'il dirigeait.
mais d'affirmer, et aussi du Maltais, que c'est à cause de son intervention que le gouvernement, ou enfin que le Québec s'est affirmé en face d'un Canada centralisateur à outrance, serait bien mal interpréter l'histoire, conclut l'éditorialiste du Journal d'Ottawa. Caricature maintenant dans Le Soleil. Alors, ce sont les partisans fédéralistes qui s'inspirent du dictionnaire des injures de l'animateur André Arthur, qui a traité le général de Gaulle d'enfant de chienne. Dans Le Droit maintenant, le général qui les bras en l'air pense qu'ils sont fous, ces Canadiens. Dans Le Journal, alors, c'est le maire horticulteur qui, lui, s'en fout d'être minoritaire ou pas, il est en vacances. Enfin, dans Le Globe, Glenn Clark, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui ne va pas dans la dentelle dans ses relations avec les Américains. Et puis, finalement, dans la Gazette, le boulevard des idiots qui mène au casino, maintenant ouvert 24 heures par jour. Merci beaucoup, Michel, pour ce tour d'horizon dans les éditoriaux et les caricatures. Nous, on se dirige maintenant, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé à Tahiti? Non. Non? Bon, alors, suivez-nous. On part, on fait un petit voyage avec quelqu'un qui en arrive. Bonjour, Philippe. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, permettez-moi bon de vous saluer d'abord à la méthode polynésienne et Yaorana, comme on dit, bienvenue et bonjour. Mais merci bien. Alors, voilà. Vous avez fait de bons voyages? Ben oui, absolument exceptionnel. Je reviens, je pourrais dire, du paradis et on va pouvoir vous montrer... Tout belles années. On va pouvoir vous montrer quelques images parce qu'on vous a rapporté du visuel. Vous allez voir que la Polynésie, ça reste toujours encore très attractif et très attrayant pour tout le monde. Il y a un côté très exotique. On peut voir qu'il y a deux catégories d'îles. Il y a les îles plates, qu'on appelle les atolls, comme on peut voir maintenant. Et il y a aussi les îles un peu plus hautes, donc les îles volcaniques, hautes, comme on peut voir par exemple à Tahiti ou Papeete, qui est la capitale donc, de la Polynésie. Alors c'est absolument encore, c'est vrai que c'est encore le rêve, c'est encore le paradisiaque. C'est les fêtes, c'est la bringue, donc les fêtes ont une grande importance. Le Eiva qui a lieu justement durant le mois de juillet, c'est le concours de danse, c'est le concours aussi de tout ce qui est attractif pour les villages, le concours de sculpture. On voit aussi ici les tatouages marquisiens qui sont très à l'honneur, le lancer du javelot. Et puis les gens font des petites compétitions comme ça entre villages pour voir un petit peu leur force et mesurer un peu leur valeur. Évidemment, c'est aussi la clarté du lagon. Quand on parle de la Polynésie, on parle de l'eau, puisque c'est dans le Pacifique. C'est situé entre l'Australie et la Californie. Donc c'est à peu près... Il faut tenir compte quand même de 18 heures d'avion, c'est assez long. Il faut y aller, mais ça vaut vraiment la peine. Et on voit ici la marche sur le feu, donc, que font les Polynésiens. Est-ce que le coût de la vie est dispendieux pour nous? Là, alors, le prix du billet d'avion l'est, mais une fois rendu là... Le coût de la vie est assez cher, sauf qu'il faut pouvoir vivre à la polynésienne. Et on voit ici, justement, des gens qui font la pêche aux cailloux, donc ils rabattent le poisson vers les filets, et les gens vont à ce moment-là donc les capturer. Si on vit à la polynésienne, bien évidemment la vie est très abordable. Il ne faut pas vouloir vivre à l'européenne ou à l'occidentale en voulant nécessairement avoir des produits importés, parce que là la vie est très chère. Mais vous voyez la clarté du lagon, vous voyez la beauté, c'est absolument paradisiaque. Et croyez-le, je vous assure que ça vaut vraiment la peine. Il faut avoir vu une fois dans sa vie la Polynésie française et Tahiti. Alors c'est absolument phénoménal. Si on regarde une carte pour se situer justement entre la Polynésie française, Tahiti, tout ça, souvent on mêle avec les termes différents. Alors on peut voir ici justement où c'est situé, on voit l'Amérique du Sud, au milieu de l'océan Pacifique, entre l'Australie comme je le disais. Et donc ce sont environ 116 îles immergées. Et il faut tenir compte que c'est un territoire aussi grand que toute l'Europe. Donc c'est très très important, mais il n'y a que seulement 4000 km² d'îles immergées. Et elles ne sont pas toutes habitées, bien sûr. D'accord. Vous arrivez de là, vous avez déjà vécu pendant ces temps. Oui. Pourquoi? Pour le travail? J'ai vécu... non, pas du tout. J'ai vécu d'abord par attrait, par intérêt. Je voulais découvrir ce pays, ce coin du monde dont on vantait tellement les mérites. Et j'y suis retourné, là j'ai eu l'occasion d'y retourner sur un voyage de presse, donc absolument fantastique, et de voir à quel point la Polynésie n'a pas changé. C'est ça, 15 ans plus tard, parce qu'il y a eu 15 ans... 17 ans en fait. Je dirais que la capitale, Papeete, a excessivement changé. Il s'est construit des bâtiments, une infrastructure hôtelière de très bonne capacité, donc beaucoup de capacité. Les îles, elles, sont restées tout à fait nature, avec le plaisir de découvrir l'habitant et de participer à la vie locale. C'est vraiment ce qu'il faut faire en Polynésie. J'ai eu vent qu'il y avait beaucoup de Tahitiens ici. Alors c'est surprenant parce qu'il y a une communauté tahitienne assez importante au Canada, évidemment essentiellement basée sur le Québec. On parle environ de 1000 personnes qui ont, il ne faut pas se le cacher, qui sont des gens qui sont venus en général par des mariages, par des unions avec des Européens ou même des Américains, ou des Québécois. Donc je connais pas mal de Polynésiens qui vivent ici.
Et donc ces gens-là participent activement à la vie culturelle québécoise, sont très intégrés sur Montréal ou sur Québec essentiellement. On en trouve un petit peu à Toronto, mais ils vont participer. Et ce qui va se passer aussi, c'est que ces Tahitiens, localement, vont faire la fête régulièrement, donc ce qu'on appelle la bringue, avec le ukulélé et, voyez-vous, avec les fleurs, avec tout ce qui entoure justement tout ce mythe de la Polynésie française. Quand vous parlez de ce pays-là, bon, vous n'avez dit que des qualités jusqu'à maintenant, Oui. on ne veut pas trouver les défauts, mais est-ce que c'est un pays qui s'autosuffit, qui est riche, où la... Il y a aussi des défauts, parce que c'est bien beau voir Tahiti, quand on le voit le plus souvent en vacances, c'est très agréable, c'est absolument parfait. Il y a une certaine pollution, par exemple, à Papeete qui existe et que j'ai redécouvert. Il y a énormément de voitures. On me parle d'embouteillage maintenant sur une île qui fait 120 km de pourtour, donc c'est très petit. Et je pense, encore une fois, quand je dis, quand on parle de la Polynésie française, il faut sortir, il faut aller voir les Tuamotu, il faut aller voir les fermes perlières dont on parle, la perle noire de Polynésie, quelque chose de superbe. Donc il ne faut pas rester nécessairement dans la capitale. Alors, il y a quelques inconvénients, c'est vrai. Maintenant, c'est une île qui peut pratiquement s'autosuffire au niveau des cultures, de l'agriculture, parce qu'on parle... Bon, on parle des fermes perlières qui ont pris une expansion phénoménale. On parle de la culture du copra, issue de la noix de coco aussi. On parle de la fleur de tiaré qui est cultivée de différentes façons. On fait le monoï, Tahiti, qui est une huile faite avec le tiaré. On parle aussi de ceci qui est absolument superbe, qui est la vanille. Donc, Avant de parler de cuisine et de leurs produits culinaires, on va le faire dans un deuxième temps, la prochaine chronique à 8h20. Mais merci Philippe, dans un premier temps, d'être venu nous faire redécouvrir, dans votre cas, ce pays. Nous, on revient tout de suite après la pause avec d'autres informations. Allez, t'es capable. Continue de pédaler. Ah, je te laisse la main, là. C'est beau, tu patines tout seul. Vous souvenez-vous de l'ivresse que vous procurait chaque petit pas vers la liberté? Nous aussi, on s'en souvient. La nouvelle Mercury Mystic 1998, redessinée. Les descendants des Polynésiens ont colonisé la Nouvelle-Zélande, une terre fertile. Et l'arrivée des premiers Européens a transformé cet univers isolé. La Nouvelle-Zélande, dimanche 18h15, à découverte. Au royaume des veuves, le deuil n'est pas nécessairement triste. On cherche l'âme sœur, le bon parti. On y pratique l'espionnage, le sabotage. Et on y mijote ses petites vengeances. On cherche à percer des secrets bien gardés. Et sur le village flotte un perpétuel parfum de scandale, sans pause publicitaire, au beau dimanche, 20h. Les Jeux Olympiques de Nagano, cet hiver à la télévision de Radio-Canada. Le magasin Mode Coton au Québec vient tout juste d'ouvrir ses portes à Trois-Rivières, angle des Forges et des Récollets. Des milliers de vêtements au meilleur prix, comme ces demi-t-shirts avec collet polo à partir de 9,95 $. Mode Coton Trois-Rivières, juste à côté du Super Club Vidéotron. Jusqu'au 27 juillet, jour choc aux Galeries du Cap. Pour des économies bien pensées, des rabais chocs partout dans le mail des Galeries du Cap. Des prix réduits et encore réduits, jusqu'à 70% et même plus. Venez profiter de rabais exceptionnels pour toute la famille. Des économies du tonnerre. Ajoutez une touche de nouveauté à votre garde-robe et économisez. Jusqu'au 27 juillet, c'est les jours chocs aux Galeries du Cap. C'est bien pensé, les Galeries du Cap. Hier soir, devant l'hôtel de ville, tout juste devant le balcon où le général avait prononcé son fameux « Vive le Québec libre ». Entre 3 et 4 000 personnes étaient réunies à cette soirée souvenir qui s'est bien terminée, mais qui avait commencé de manière inquiétante. Les quelques fédéralistes qui se sont pointés devant l'hôtel de ville ont dû battre en retraite. On a le Québec dans le sang. Et cet anglophone a reçu le message en plein front. C'est le seul pays au monde où quand on s'affiche de la nationalité du pays, on se fait vider, on se fait traiter de provocateur. Je trouve ça incroyable. La musique a mis fin aux disputes. Le reste de la soirée s'est déroulé dans le bon ordre. Les
cyclistes partis de Québec ont terminé leur chemin du roi devant l'Hôtel de Ville de Montréal, comme le général de Gaulle en 1967. Nous avons aujourd'hui refait les pas de géant que nous avait fait faire le général de Gaulle. Depuis, certains rêvent de faire un autre pas pour ajouter 3 mots à la célèbre phrase du général. Vive le Québec! Il est enfin libre! L'arrivée inattendue de Jacques Parizeau a soulevé l'enthousiasme. L'ancien premier ministre devait garder le silence, mais la foule a réclamé sa voix. Était belle cette journée de 1967. Il y a une plus belle journée encore qui s'en vient. À bientôt, mes amis. Aucune administration, aucun tribunal ne peut aller contre la volonté populaire dans une démocratie. La soirée s'est terminée avec le discours dont le Québec se souvient 30 ans plus tard. Vive le Québec libre! Valérie Lesage, TVA, Montréal. Et vous savez, Richard, qu'à Québec, on n'en finit pas de ressentir les répercussions du brasse camarade, justement, de mercredi autour de la statue du général. Oui, ça avait pas bardassé chez vous. Là, il y a une dame de 65 ans, Cécile Bussière, qui porte plainte aux criminels pour voie de fait contre un agent qui, selon elle, l'a injurié et brutalisé lors de la cérémonie. Madame Bussière, une fédéraliste, manifestait contre le dévoilement d'une statue du général de Gaulle. C'est dans le brouhaha qui a suivi, qu'elle soutient avoir été brutalisée. On voit Mme Bussière actuellement. C'est l'avocat Guy Bertrand qui la représente, un personnage bien connu et haut en couleur. À 14h30, il a mobilisé les médias. Il compte se rendre au poste de police de Québec. Il veut aussi porter plainte au comité de déontologie. Mais ce qui est important de souligner, c'est que pour l'instant, elle porte plainte aux criminels. Elle dit qu'elle a des hématomes, mais c'est à cause de l'intervention des policiers. Bon, maintenant, on va parler d'une autre controverse, celle sur les motomarines, Richard. Il n'en finit plus, d'autant moins qu'il y a eu un autre accident. Ça s'est passé hier soir, sur la rivière des Prairies. Un homme d'une trentaine d'années qui s'est fait amputer une jambe, une histoire atroce, Régent, après avoir sérieusement été blessé par l'hélice d'un bateau dans lequel sa motomarine avait foncé. Parallèlement, bon, il y a l'histoire de l'accident de Chambly, une autre histoire effrayante, et à moins d'un revirement là, qui serait quand même inattendu, il va falloir qu'on attende jusqu'à l'automne avant de connaître toutes les circonstances de la tragédie du bassin de Chambly. Vous vous souvenez que ça avait coûté la vie à 2 enfants, ça avait blessé sérieusement leur grand-père. L'enquête se poursuit. Il y a eu mercredi une simulation de la collision entre la motomarine et le Zodiac sur le bassin de Chambly. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et parallèlement, nous, on essaie de comprendre exactement quel type de sport et quel type de contrôle on pourrait imposer à ce sport. Et j'ai avec moi Stéphane Brochu, qui est de la Société de sauvetage du Canada, section Québec. Bonjour, M. Brochu. Bonjour. Tout d'abord, ce qui serait intéressant de comprendre, parce que là, on en parle énormément cet été des motomarines. Est-ce que c'est juste une mode ou c'est un sport qui continue à prendre de l'ampleur? En fonction des tendances, on retrouve au Canada 40 000 motomarinistes ou propriétaires de motomarines. Et si la tendance se maintient, comme on dit, d'ici l'an 2000, on devrait retrouver plus de 100 000 propriétaires. On voit justement un tableau. On voit le tableau qui démontre la progression en fonction de la tendance de 95, 96, 97, où est-ce qu'on a au-delà de 60 000 propriétaires au Canada. Donc, c'est un phénomène qui va être présent. Et puis, nous, notre point de vue face à ça, c'est d'être proactif pour pouvoir, au lieu de dire de ne pas avoir de motomarine, de vivre avec le phénomène des motomarines, comme on a vécu avec le phénomène des patins à roues alignés il y a une couple d'années, et avec le phénomène des motoneiges il y a 20 ans. Parce que là, c'est ça le problème, c'est non seulement la sécurité des gens qui font de la motomarine, c'est aussi la sécurité des gens qui n'en font pas, mais qui vivent en parallèle sur les lacs, sur les rivières, avec les gens qui en font de la motomarine. Il va falloir imposer un contrôle. Il faut avoir des balises à ce niveau-là pour permettre aux plaisanciers de pouvoir intégrer d'une façon naturelle les motomarinistes et vice-versa, et éduquer la population face à ça. Parce qu'on se rend compte, d'après les statistiques de Transport Canada, face à la garde côtière, qu'il n'y a pas plus d'accidents de motos hors-bord, de bateaux à moteur, que de motomarinistes. Et puis l'ensemble du phénomène des accidents mortels face à l'aquatique au Québec compte pour les motomarines à peine 1 Donc, on va retrouver beaucoup plus de mortalité chez les chasseurs-pêcheurs et dans les piscines arrière-cours. Ce qui n'empêche pas qu'il faudrait quand même une formation, probablement, pour les jeunes compétiteurs. Créer un minimum de balises. On rappelle souvent le fait d'empêcher les motomarines de conduire à haute vitesse à l'intérieur de 30 mètres du bord.
d'empêcher peut-être des enfants, des jeunes de 16 ans et moins de conduire des motomarines. Donc, un âge minimum de 16 ans. Un âge minimum requis, qui fait sensiblement consensus dans le milieu de l'industrie. Et, bien entendu, créer des programmes de formation accessibles pour permettre aux utilisateurs de motomarines et aux propriétaires de suivre une formation. Et ne serait-ce qu'une dizaine d'heures qui pourrait justement éduquer les nouveaux adeptes et faire en sorte de voir peut-être un moins grand nombre d'accidents. En terminant, M. Brochu, avez-vous l'impression que la motomarine, ce serait un peu comme la motoneige il y a 30-40 ans? Au début, les gens avaient un peu peur de tout ça, puis finalement, ça s'est intégré dans le paysage et les gens apprennent à vivre. Nous, c'est ce qu'on croit. Ça va plus loin du fait aussi qu'au début du siècle, les gens allaient en automobile dans les villages et ça faisait peur aux chevaux et les gens étaient contraints face à ça. Donc, je pense qu'il faut apprendre à l'apprivoiser et puis mutuellement, les gens vont s'adapter. Je vous remercie, M. Brochu. Ça fait plaisir. Oui, effectivement, 16 ans minimum, moi, ça fait une bonne chose à tout le moins. Hein? La moindre des choses. Et puis, ça n'arrive pas très souvent, Richard, mais il y a un meurtre qui a été commis dans la région de Trois-Rivières. En fait, l'homme a été battu à mort, Régent. La victime, Gilles Marin, 52 ans, était connu des policiers. Vers 21h30 hier, il y a plusieurs personnes qui ont signalé à la police qu'il y avait une bagarre entre deux hommes sur le boulevard Raymond à Trois-Rivières. C'est là que les policiers l'ont trouvé lorsqu'ils sont intervenus. Il était inconscient, il avait des lésions au visage. Il est mort peu de temps après à l'hôpital. Gilles Marin était actif dans la vente d'auto, ce qui fait croire aux policiers qu'il s'agit soit d'une affaire de vol, soit d'un règlement de compte. La police, pour l'instant, ne détient aucun suspect. On change de dossier, c'est ça un petit peu la mondialisation de l'économie. Finalement, une grève quelque part, puis ça finit par avoir des répercussions ici même. Ben, voyez-vous, la grève actuellement se déroule dans une usine de pièces de General Motors au Michigan. Eh bien, faute de pièces, les usines de GM au Canada doivent rouler au ralenti. En fait, 6800 travailleurs de General Motors au Canada vont devoir attendre que la production reprenne aux États-Unis. Par exemple, les 3000 travailleurs des usines d'Oshawa en Ontario ont été avisés de ne pas se présenter au travail. Heureusement, Régent, à court terme, ce conflit de travail n'aura pas d'impact sur l'usine de Sainte-Thérèse. Il faudrait en réalité que la production soit paralysée pendant au moins 2 semaines avant qu'on en ressente les effets. Une production d'auto de GM paralysée pendant plus de 2 semaines, ce serait quand même étonnant. Donc, ce serait étonnant qu'on soit au ralenti ici. Tout à fait. L'Église catholique, sévèrement condamnée dans une affaire d'agression sexuelle. Ça se passe aux États-Unis. Ça s'est passé aux États-Unis. Oui, et toute une condamnation. Un tribunal du Texas qui a condamné l'Église catholique, une paroisse de Dallas, a payé 120 millions de dollars américains en dommages à des victimes d'agression sexuelle. 120 millions de dollars, ça en fait de l'argent. 10 hommes accusaient un prêtre catholique de les avoir agressés du temps où ils étaient enfants de cœur. Le procès a duré 11 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours et demi. Finalement, le jury a conclu que l'Église catholique avait été extrêmement négligente dans cette affaire, avait très mal géré les plaintes d'agression sexuelle déposées par les plaignants. Le prêtre, Rudolf Koss, on l'a vu un peu plus tôt, est en fait maintenant un ex-prêtre puisqu'il a été chassé du clergé catholique. Il vit à San Diego maintenant. Lorsque le jugement a été annoncé, on voit différentes victimes en pleurs qui ont réagi avec émotion à tout ça, naturellement. 120 millions de dollars. Et on les comprend. Le vrai faux recordman du 100 mètres, Ben Johnson, pourrait recommencer la compétition. Et tout dépend de la décision d'un juge de Toronto, décision qui est attendue au cours de la journée. Ben Johnson a en fait demandé à la Cour de déclarer illégale sa suspension à vie de la compétition. Cette suspension, là, on s'en rappelle, a été imposée en 1993 après que Johnson eut testé encore une fois positif à l'utilisation de substances interdites. On se souvient naturellement que Ben Johnson, en 1988, aux Jeux olympiques de Séoul, avait perdu sa médaille d'or et son record du monde parce qu'il avait consommé des stéroïdes et on l'avait pincé. Et voilà, merci Richard. Et je vous en prie. Et on se retrouve évidemment dans quelques jours. Et puis, conduit vers Shawinigan. Donc les gens ont vu un homme se faire tabasser devant cette maison dernier mois, le 3130 boulevard Raymond. Et peu de temps après, le locataire qui habite dans la partie droite de la maison est sorti dehors pour monter les vitres de son auto. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert le corps du propriétaire de la maison qui gisait inconscient. Et ça a été un choc total pour lui. L'homme a été battu violemment selon les premières observations de la police. Il aurait été battu à coups de poing. Il a succombé à ses blessures un petit peu plus tard au centre hospitalier de Trois-Rivières. Bon, si les policiers ne confirment pas qu'il y a eu utilisation d'un objet contondant ou d'une pièce de bois, quelles sont les hypothèses que la police retient? Bien, M. Marin avait un certain passé judiciaire. Il aurait déjà été accusé de certains délits, certains qui remontent à un petit bout de temps, d'autres plus récents, mais on n'a pas plus de détails sur son dossier, son passé judiciaire, et on ne sait pas non plus s'il y aurait des liens entre ce meurtre
et le passé ou les activités de M. Marin. Mais la police actuellement étudie deux hypothèses, soit l'hypothèse du vol ou encore l'hypothèse du règlement de compte. On vient de voir et on voit actuellement le locataire en question. C'est son ami à la victime. Lui, Oui, il sait quoi au juste et il dit quoi? Je lui ai parlé tout à l'heure. Il est très ému de tout ça. Il est encore sous le choc de la découverte de son ami. Ce sont des hommes qui vivaient ensemble depuis 8 ans, un dans la partie droite, l'autre dans la partie gauche de la maison. Et ils venaient tout juste de se lancer en affaires. Ils avaient commencé un petit commerce d'auto usagés. Vous voyez les autos stationnés devant la maison. Donc, les choses allaient assez bien pour eux. Et ce soir-là, ils avaient même pris une bière ensemble vers 18 heures. Et à aucun moment, M. Marin n'avait parlé de rendez-vous ou de personnes à voir dans la soirée. Donc, ça a été une surprise totale pour lui. Je reviens au travail des policiers. Il n'y a pas de suspect pour l'instant ou de témoins importants, là. Les seuls témoins qui sont interrogés, à ma connaissance, à ce moment-ci, ce sont les automobilistes qui ont rapporté ces faits-là à la police. Les policiers ont également eu un long entretien avec le locataire. Ils sont venus fouiller la maison de Gilles Marin pour tenter de découvrir ce qui a pu provoquer cette altercation, ce qui a provoqué la mort de M. Marin. Mais c'est une enquête qui suit son cours, un dossier qui évolue là, d'heure en heure. Bon, est-ce qu'en terminant, est-ce que le secteur est encore sécurisé ou là, les policiers ont quitté et le travail présentement est mis sur la rencontre avec les différents témoins automobilistes? Non, vous le voyez, le périmètre de sécurité a été enlevé. Les enquêteurs ont quand même passé une bonne partie de l'avant-midi ici à interroger le locataire. Mais sinon, c'est une enquête qui se fait au poste de police avec des rencontres et également l'étude du dossier de M. Marin. Merci, Rachel Gaulin. Merci. Au revoir. Un policier de Trois-Rivières a tenté de sauver la vie d'un passant qui est tombé à l'eau au parc portuaire en milieu d'après-midi hier. Stéphane Brisson, qui n'était pas en service, n'a pas hésité à sauter dans le fleuve pour aider le malheureux. Malgré ses efforts répétés, Rosaire Maton, 79 ans, de Trois-Rivières-Ouest, n'est jamais revenu à la vie, malgré tout. L'homme aurait été terrassé par un malaise cardiaque. Stéphane Brisson a mobilisé toutes ses forces pendant de longues minutes pour secourir le vieil homme qui est tombé dans le fleuve. L'octogénaire n'a pas survécu, mais le policier a agi aussi vite qu'il a pu. C'était inerte à ce moment-là, à Calais, d'après moi, ça faisait peut-être 2-3 minutes, je sais pas, là, mais on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. Là. C'est ici, au bout de la promenade du parc portuaire, que tout s'est déroulé. Comme on le voit, il n'y a plus de clôture sur une bonne vingtaine de mètres. Lorsque l'individu s'est retrouvé à l'eau, le policier passait, il faisait du patin à roue alignée, il était en vacances. Il n'a pas hésité une seconde à se jeter à l'eau. Je me suis accroché sur le bord du quai, puis un autre bras, je lui tenais la tête, puis on a essayé de faire un massage cardiaque à une main, sauf que là, c'était pas évident. Puis là, il y a du monde sur le bord du quai, j'ai dit, fais-moi venir un bateau, appelle le 911, puis on s'en est tiré comme ça, là. Dans l'attroupement au bord du quai se trouvait cette jeune femme qui a suivi une partie du sauvetage. Moi, quand je suis arrivée, le monsieur, il avait déjà la figure tombe bleue, là. Il était pas mal âgé. Puis là, il y a d'autres bateaux qui sont arrivés, puis sont allés à l'île pour... parce que les ambulances ne pouvaient pas le pogner ici. Stéphane Brisson est dans la police depuis 7 ans. Il a pris un cours de natation avancé il y a plusieurs années. Mais c'est surtout son instinct qui lui a dicté son geste. Lui n'y voit aucune bravoure. Non, c'est notre travail, ça. On travaille avec l'urgence, ça y va comme ça. On peut quand même se demander pourquoi il y a si peu de matériel de sauvetage au parc portuaire. Une échelle au milieu de la promenade et une bouée près du quai d'embarquement du MS Jacques-Cartier, c'est bien peu compte tenu du trafic maritime et des foules qui se pressent le long de la promenade. Et du Verbec TVA, Trois-Rivières. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. Le lobby québécois anti-tabac affichera ses couleurs au Grand Prix Players de Trois-Rivières. La Coalition pour le contrôle du tabac et le Conseil québécois pour la santé commanditent la voiture d'un pilote américain. Le message anti-tabac sera donc bien visible à l'événement commandité par le fabricant de cigarettes Players. Le mécontentement a grandi dans le monde municipal qui engage une lutte à finir contre les groupes, ou plutôt les coupures d'1 demi-milliard de dollars. Le regroupement des municipalités périphériques opposées aux intentions de Québec a recruté plusieurs municipalités de la région qui refusent de se plier aux exigences du gouvernement. Le mécontentement croît comme l'herbe au soleil parmi les élus municipaux opposés au projet de Québec de leur imposer des coupures d'1 demi-milliard de dollars. Le regroupement des villes périphériques
opposé à ces coupures, gagne maintenant la Mauricie. Il déplore l'iniquité dans la répartition de ces coupures qui varie de 2 à 9 % des budgets municipaux. Comme si nos administrations étaient à l'image de la leur. 9 % du budget d'une municipalité, c'est la mort de cette municipalité. Alors, on ne peut pas accepter ça. Les municipalités s'indignent aussi que Québec impose ces coupures au moment où le ministre des Affaires municipales distribue des plaques commémorant la visite du général de Gaulle. Pour conserver leur liberté de choix, les municipalités reprennent donc à leur compte la célèbre phrase du général. Vive! Vive la municipalité libre! On croit à la liberté. On réclame... Retrouver dans une trentaine de minutes. Je vous souhaite un bon lundi matin et un bon retour au travail pour bien des gens. Isabelle Blain, 22 ans. Isabelle Blain étant la mère de la jeune Christina Blain, cette petite fille de 3 ans qu'on a retrouvée morte dans un bois de Saint-Colomban. On pense que Christina a été battue à mort et on apprend qu'un mois avant la mort de la petite fille, il y a un voisin qui avait déposé une plainte parce qu'il avait vu là, que la petite fille était couverte d'échymose. Je vous invite à écouter le reportage de Julie Vaillancourt là-dessus. C'est ce logement qu'Isabelle Blain et ses 2 enfants habitaient depuis le 1er mai dernier. En juin, les policiers ont rendu visite à la mère de la petite Christina. Ils venaient de recevoir une plainte troublante. Ça s'est fait de façon anonyme, disant qu'il y avait des enfants qui possiblement étaient maltraités. C'était bien entendu avant le drame de vendredi. Ils ont constaté que la petite Christina était blessée à l'œil gauche. Elle avait des échymoses. Ils ont commencé leur enquête à ce moment-là. Pour toute réponse, ils ont eu qu'elle était tombée dans un escalier. Mais moi, j'avais vu que la petite avait des bleus, mais comment qu'elle les a faites? Elle m'a dit, moi, sa mère m'avait dit qu'elle avait tombé dans les escaliers. Vous l'aviez cru, vous? Mais sur le coup, oui. Madame Doyer est l'une des voisines que les policiers ont interrogées afin de vérifier la véracité de la plainte. La mère aussi criait par sa crève. Après les enfants? Oui. Comme tous s'entendaient pour dire que malgré les cris, ils n'avaient rien remarqué d'anormal, les policiers sont revenus au poste bredouille. Le deuxième niveau, c'est de référer ça à Police Jeunesse. Le dossier a effectivement été transmis à Police Jeunesse. Il est cependant impossible de savoir ce que ces agents ont fait ou non comme démarche pour protéger les enfants. On sait cependant ce qu'il est advenu de la jeune Christina. Elle a connu un sort horrible. Battue à répétition pendant de longues heures, elle est décédée tôt vendredi matin. Sa mère comparaîtra demain au palais de justice de Saint-Jérôme. Isabelle Blain et Michel Otis, l'ami qui hébergeait la petite famille dans ce chalet de Saint-Colomban, devraient être accusés du meurtre de la fillette de 3 ans. Julie Vaillancourt, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, dans l'ouest du pays, Larry Fisher devra comparaître aujourd'hui pour le meurtre prémédité de Gail Miller, une infirmière assassinée à Saskatoon en 1969. Il a été arrêté à Calgary vendredi, une semaine après que des tests d'ADN aient blanchi David Milgaard, qui, lui, a injustement purgé 23 ans de prison pour ce crime. Larry Fisher, que ces tests semblent maintenant incriminés, a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle à plusieurs reprises. La Gendarmerie royale du Canada a dû se passer de personnel et dépasser son budget pour répondre à ses engagements au sein des missions de paix de l'ONU en Bosnie et en Haïti. Un rapport de la GRC daté du mois de novembre et obtenu par la presse canadienne indique que des accusations ont dû être retirées et des comparutions reportées au pays à cause de ce manque de personnel. Un document révèle également que la GRC n'a pas encore été remboursée pour les 6 millions de dollars qu'a coûté la mission en ex-Yougoslavie. Le conflit de la pêche au saumon du Pacifique, l'Alaska va déposer aujourd'hui une poursuite de 2 millions de dollars contre 200 pêcheurs canadiens et le gouvernement fédéral. L'Alaska réclame le remboursement des dommages encourus lorsque les pêcheurs canadiens ont bloqué un traversier américain la fin de semaine dernière. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, Glenn Clark, estime que les pêcheurs canadiens étaient dans leurs droits et s'est engagé à payer leurs frais juridiques. M. Clark envisage même de répliquer à son tour par une poursuite contre les pêcheurs américains. Le Grand Montréal arrive en tête des régions du Québec pour la création d'emplois au cours du second trimestre d'avril à juin. Selon la Société québécoise du développement de la main-d'œuvre, il s'est créé 37 000 nouveaux emplois dans le Grand Montréal, une hausse de 2,4 % par rapport à la même période l'an dernier. Mais cette relance ne réussit pas à compenser l'arrivée de 39 000 personnes sur le marché du travail, donc 2 000 de plus que les emplois créés. Le taux de chômage à Montréal est donc de 11,4 %, un niveau plus élevé que les autres grandes villes comparables en Amérique du Nord.
Les quelques 5000 employés de General Motors à Oshawa pourront rentrer au travail demain ou au plus tard mercredi. Leurs collègues de l'usine de Warren au Michigan ont repris le travail cette nuit après une grève de 6 jours. Ils ont accepté à 89 % l'entente de principe conclue vendredi dernier avec la direction de l'usine. L'arrêt de production au Michigan avait entraîné la fermeture temporaire des 2 usines d'Oshawa et l'usine de Boisbriand au Québec aurait été la prochaine à en subir les contre-coups. Et puis toujours en Ontario, environ 2000 syndiqués se réunissent d'urgence aujourd'hui pour établir un plan d'action contre le projet de loi 136. Ce projet prévoit l'interdiction de la grève pendant 1 an dans les hôpitaux, les municipalités et les commissions scolaires. Le gouvernement Harris explique qu'il veut ainsi faciliter la mise en place des grandes réformes qui toucheront ces secteurs dès le 1er janvier. Mais les syndiqués y voient une façon de réduire le nombre d'emplois et les salaires des travailleurs. Les délégués syndicaux vont manifester devant l'Assemblée législative aujourd'hui, même si les députés ne siègent pas. Voilà, c'était nos informations, Joanne. Merci beaucoup, Dominique. Il y a un lundi qui peut être plus occupé du côté de l'écurie Williams que nous ce matin. Ils auront des discussions. On espère que ce sera dans la même direction qu'on va finir par s'orienter dans l'écurie Williams. Ça a été catastrophique, cette course à Hockenheim. Heinz-Harald Frentzen qui aura quitté dès le premier tour et Jacques au 33e tour. Est-ce que Jacques aurait réussi à rendre l'impolitesse à celui qu'il avait battu dans son château fort à Montréal, Michael Schumacher? Non. Jacques partait de la 5e ligne, ce qui est très loin. C'était la pire position de toute sa carrière, c'est-à-dire au 9e rang. Il va réussir à se maintenir entre les 4e et 6e positions jusqu'à cette fatidique 33e petite chicane où il est aux prises avec un dénommé Trulli et il va mal négocier. Toujours en Ontario, environ 2000 syndiqués se réunissent d'urgence aujourd'hui pour établir un plan d'action contre le projet de loi 136. Ce projet prévoit l'interdiction de faire la grève pendant 1 an dans les hôpitaux, les municipalités et les commissions scolaires. Le gouvernement Harris explique qu'il veut ainsi faciliter la mise en place des grandes réformes qui toucheront ces secteurs dès le 1er janvier. Mais les syndiqués y voient une façon de réduire le nombre d'emplois et les salaires des travailleurs. Les délégués syndicaux vont manifester devant l'Assemblée législative aujourd'hui, même si les députés ne siègent pas. Larry Fisher devra comparaître aujourd'hui pour le meurtre prémédité de Gail Miller, cette infirmière assassinée à Saskatoon en 1969. Il a été arrêté à Calgary vendredi, 1 semaine après que des tests d'ADN aient blanchi David Milgaard, qui lui a injustement purgé 23 ans de prison pour ce crime. Larry Fisher, que ses tests semblent maintenant incriminés, a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle à plusieurs reprises. Maintenant, c'est aujourd'hui que vont comparaître la mère de la petite Christina, de même que l'amie de sa mère, Sylvain Racette. Vous nous en parlez. Oui, Isabelle Blain, 22 ans, et Michel Otis, 27 ans, comparaîtront ce matin relativement au meurtre de Christina Blain, qui est survenu vendredi à Saint-Colomban. L'autopsie a révélé que la petite fille avait été battue violemment. Les motocyclistes n'ont pas été impliqués dans des accidents avec d'autres véhicules. Ce sont tout simplement des pertes de contrôle, comme celui-là, par exemple, où ça s'est passé sur le boulevard des Récollets à Trois-Rivières, où, selon toute vraisemblance, il allait beaucoup trop vite et il a perdu le contrôle de sa motocyclette et il a subi des blessures au visage. Dans un second temps, un autre motocycliste qui, lui aussi, allait vraisemblablement trop vite et qui roulait sur une seule roue, qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui a été blessé à une jambe. Lui aussi s'est retrouvé à l'hôpital et dans des circonstances semblables. On retrouve un 3e motocycliste qui a été blessé du côté de Pointe-du-Lac. Finalement, il y a un piéton au cours de la fin de semaine qui s'est retrouvé dans une fâcheuse position. L'homme a voulu emprunter un raccourci entre l'autoroute 40 et le boulevard Saint-Louis en tentant de passer à travers l'ouverture d'une clôture. Bien mal lui en pris. Il est demeuré accroché après la clôture. Il a fallu faire appel et à la police et à des ambulanciers pour le sortir de sa fâcheuse position. Et il a été traité à l'hôpital pour des blessures, notamment au visage. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Au revoir. Bonne journée. Joanne? Merci beaucoup, Dominique. Alors, dure fin de semaine pour Jacques Villeneuve et son écurie, mais finalement, bon, c'est pas si dramatique que ça. Il reste encore 7 Grands Prix. Ben oui, il reste 7 Grands Prix et l'écart n'est que de 10 points. Il suffirait d'une victoire au prochain Grand Prix en Hongrie dans 2 semaines et que Schumacher abandonne et que ce serait l'égalité. Oui, c'est ça. C'est peut-être ce qu'il souhaitait dans le cas de Jacques Villeneuve et toutes les données pouvaient lui donner raison ou enfin voir son rêve se réaliser. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un abandon de Jacques. Il faut dire qu'il ne partait même pas dans le même fuseau horaire que ceux qui étaient en première ligne. Non, il était à la 5e ligne, la pire position de sa carrière au départ, 9e, a quand même réussi un assez bon départ pour se hisser en 6e position. Il était tout juste à côté d'Eddie Irvine. Et qui dit
Eddie Irvine dit catastrophe généralement. Ça s'est produit. Il a heurté la voiture du coéquipier de Jacques, Heinz Harald Frentzen. Les deux ont dû quitter dès le premier tour. Alors Jacques a maintenu sa position. Il a oscillé entre la 4e et la 6e. Il était pris avec, dans un espèce de petit écheveau avec surtout le conducteur de l'écurie Prost, Trulli. Et c'est Trulli qui est à ses côtés quand Jacques arrive dans la chicane au 33e tour et il la négocie de façon un peu gauche, faut-il le reconnaître, et il doit abandonner à ce moment-là. Mais une belle victoire quand même pour Gerhard Berger, le vétéran autrichien qui conduit sur Benetton. C'est quand même un moteur Renault qui a remporté la victoire, la 10e de sa carrière et la première pour Berger depuis 3 ans, lui qui avait raté les 3 derniers mois en raison d'une intervention chirurgicale et qui a eu la douleur de perdre son père entre-temps. Donc, tout à fait émouvant comme finale. Et pour la finale au US 500, celle de Greg Moore au 27e tour, ça c'est terminé. C'est une épreuve qui en compte quand même 250. Alors 27, c'est très tôt dans la rencontre, ça. P.J. Jones a vu sa voiture prendre feu. Il s'en est passé des événements dans cette course-là. Parker Johnstone, oui, c'est sur un ovale hein, qui compte alors 250 tours. Ça fait 2000 environ. Parker Johnstone a heurté le mur. La même chose pour Bobby Rahal. Heureusement, ils s'en sont tirés indemnes. Et Scott Pruitt, qui détenait la pole position, a dû abandonner. À Saint-Colomban, vont comparaître ce matin pour être accusés de meurtre. Est-ce qu'ils seront accusés de meurtre prémédité ou d'homicide involontaire? C'est ce que l'on saura aujourd'hui. On en saura aussi sûrement plus. Par exemple, est-ce que la direction de la protection de la jeunesse avait déjà été appelée? Est-ce qu'il y avait déjà eu un signalement? C'est ce que l'on pourrait apprendre au cours de la journée lors de cette comparution à Saint-Jérôme. Rappelons que Michel Otis, lui, de son côté, est aussi père de 2 enfants et que tous ceux qui le connaissent sont apparemment demeurés très surpris face à ces rumeurs d'accusation qui vont se confirmer ce matin à Saint-Jérôme. Gaëtan, dites-nous, on avait parlé à un certain moment d'une possibilité qu'il y ait eu agression sexuelle. Il n'y a absolument rien eu de confirmé là-dessus. Hein? Pour l'instant, l'autopsie ne le confirme pas et si vous me permettez ce commentaire, c'est déjà assez horrible de cette façon. Merci, Gaëtan. Au revoir. Autre sujet, une hausse de l'emploi à Montréal. Oui, exactement. La région métropolitaine de Montréal qui a connu la meilleure performance au point de vue de la création d'emplois parmi toutes les régions du Québec. Vous le voyez, augmentation de 37 000 emplois dans la région de Montréal au cours des 3 derniers mois, c'est-à-dire avril, mai et juin, alors que la région de Québec, elle, en perdait 16 000, une diminution de 5 Cependant, si les nouvelles sont bonnes sur le front de la création d'emplois, il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans la région de Montréal où le taux de chômage est à 11,4 le plus élevé comparativement au centre urbain là, de même taille en Amérique du Nord. Et la moyenne québécoise, il faut se le rappeler. Ça se passait samedi soir vers 21h alors qu'il tentait de franchir la clôture qui sépare le boulevard Saint-Louis de l'autoroute 40. Il voulait prendre un raccourci. Or, il est carrément resté coincé dans l'embrasure de la clôture. Il a été blessé légèrement, mais il a fallu faire appel et aux policiers et à des ambulanciers pour le sortir de sa fâcheuse position. Et lui aussi a dû être traité dans un centre hospitalier de la région. Et finalement, la région de Shawinigan s'est animée au cours de la fin de semaine avec la présentation de la 4e édition du Festival des pompiers. On va d'ailleurs se quitter sur ces images, le temps de vous dire qu'il y avait toute une série d'épreuves et le public était au rendez-vous. Moi, je vous invite à être là ce soir à 18h en compagnie de Sonia Cosentino pour un bilan complet de la journée. Passez une excellente journée et bon retour au travail pour les gens qui reviennent de vacances. Phytobec, un supplément de vitamines et de minéraux essentiels. Phytobec pour aujourd'hui et pour demain. Cette semaine, je stationne ma Cadillac Rose dans le quartier Rosemont à Montréal. Je reçois entre autres Paulo Ramos, Marie-Denise Pelletier, François Léveillé, la compagnie créole et Marjo. Manquez pas ça, Cadillac Rose! Les Jeux olympiques de Nagano, cet hiver à la télévision de Radio-Canada.
8 heures, c'est aujourd'hui, c'est devant les tribunaux que va se retrouver cette guerre du saumon, Dominique, entre les États-Unis et le Canada. Oui, effectivement, puisque l'Alaska doit intenter aujourd'hui une poursuite de 2 millions de dollars contre le gouvernement fédéral et les pêcheurs canadiens. L'Alaska veut récupérer, en fait, les pertes encourues. D'abord, remercier Régent Léveillé, qui a été ici, à la barre de l'émission, depuis le début de l'été. En ce qui me concerne, je suis de retour tout le mois d'août jusqu'à la fin de l'été, en principe, donc jusqu'à la fin du mois d'août avec vous. C'est un retour de vacances assez bouleversant quand on suit l'actualité. En tout cas, moi, depuis quelques jours, je me suis retrempé dans l'actualité, là, à la veille de la reprise de l'animation de l'émission. Et puis, ça m'a frappé dans les derniers jours, évidemment, tous les drames au Québec concernant les enfants maltraités, meurtre d'enfants à Saint-Colomban, dans les Laurentides, dans la Haute-Ville de Québec, un enfant de 7 mois abandonné par sa mère qui était parti faire la fête. Il semblerait que dans les deux cas, ce n'étaient pas les premiers incidents, les premiers déboires concernant ces très jeunes enfants. Ce sont des images qui nous ont frappés durant toute la fin de semaine dans les bulletins de nouvelles. Regardez celle-ci en provenance de Québec, le policier qui a le petit bébé de quelques mois dans ses bras. Au moment, en pleine nuit, où la mère est en train de fêter. Il semble qu'en plus, elle devait quitter le logement qu'elle occupe sur la rue Richelieu dans les prochains jours. Quand on entend ça, en tout cas, on se demande comment vivent, comment pensent ces parents-là. On pense aussi aux enfants, évidemment. On se demande quelle misère les enfants ont pu vivre et pendant combien de temps. Ce sont des images de Saint-Colomban qu'on a aussi vues dans les bulletins de nouvelles. Et on a ensuite les questions qui surgissent, comme est-ce qu'on a vraiment rapporté ces cas-là aux autorités compétentes? Est-ce que les cas ont vraiment été traités adéquatement? Et puis finalement, on se dit, est-ce que les enfants sont protégés au Québec? Est-ce qu'ils sont protégés adéquatement? Est-ce qu'on a les bons organismes? Et est-ce que les organismes en place font bien leur travail? C'est le genre de questions qu'on va se poser ce midi, ici à l'émission Un jour à la fois. Et l'un des points sur lesquels on va se pencher, c'est un article publié il y a 10 jours dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est un avocat qui œuvre auprès de la protection de la jeunesse, qui se demandait est-ce qu'il faut protéger les jeunes de la protection de la jeunesse. C'est Maître François Dubreuil, qui œuvre dans la région Laurentide-Lanaudière, qui disait « Je ne veux pas être complice de ce système-là, tellement à la DPJ, ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. » Il dénonçait. Il sera avec nous plus tard à l'émission, d'ailleurs, pour nous rappeler qu'est-ce qu'il dénonce, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le fonctionnement de la protection de la jeunesse, particulièrement dans la région Laurentide-Lanaudière. On va consacrer toute l'émission, d'ailleurs, à la protection de l'enfance et la façon dont ça fonctionne ou ne fonctionne pas en ce moment au Québec. Il y a cet avocat Dubreuil, donc, de Saint-Jérôme, qui a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, demandant à cette commission d'enquêter sur la DPJ. C'est assez rare comme plainte. C'est ce qu'il a fait il y a 10 jours, avant le meurtre de Saint-Colomban, avant que la mère abandonne son petit en pleine nuit à Québec. Ce sont des événements qui nous rappellent un peu cette démarche de cet avocat-là. Alors, pour commencer l'émission, on reçoit d'abord Mme Suzanne Valéry de cette Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Bonjour, Mme Valéry. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand un avocat s'adresse à vous pour enquêter sur la DPJ? Eh bien, voilà, vous touchez exactement au mandat qui nous est donné de par la Charte des droits et libertés de la personne et aussi de la fusion qui a eu lieu il y a 2 ans entre la Commission des droits de la personne et la Commission de la protection des droits de la jeunesse. Donc, le mandat, en ce qui concerne les droits de la jeunesse, c'est d'enquêter sur les agissements, sur les choses qu'on peut trouver qui sont contraires à la protection de l'enfance. Par exemple, peut-être la lenteur du traitement des dossiers, des signalements, l'évaluation des gens qui sont peut-être mis en foyer d'accueil ou en foyer protégé. Ou Est-ce que l'évaluation est adéquate, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on enquête sur les plaintes qui nous viennent de personnes, de parents ou d'enfants qui ne sont pas satisfaits du travail et de la manière dont ils ont eu un traitement au centre jeunesse qui s'appelle anciennement la DPJ. Et vous enquêtez régulièrement? Nous avons, c'est notre mandat, donc on enquête régulièrement. Vous avez aujourd'hui, malheureusement, ces cas dans les journaux qui sont absolument très touchants et c'est notre travail d'enquêter sur ce qui ne va pas dans le réseau de la protection de la jeunesse. Avez-vous tous ceux qui sont autour des dossiers, comme les travailleurs sociaux, les psychologues, les gens qui travaillent en protection de la jeunesse. En fin juillet 97, avez-vous plusieurs dossiers d'enquête ouverts en ce moment concernant la protection de l'enfance? Je pense que nous avons des dossiers. Nous en avons un qui m'amène ici aujourd'hui et je dois le confirmer.
nous sommes tenus quand même à la confidentialité. Vous comprendrez que l'importance d'une enquête dans la protection de la jeunesse demande beaucoup de confidentialité pour donner la chance à nos enquêteurs et aux gens de la jeunesse de bien faire leur travail. Oui. Je comprends que pour vous, c'est important de savoir beaucoup plus de choses, mais je pense qu'il faut aussi que vous compreniez qu'il faut laisser la chance aux organismes comme la DPJ et la Commission des droits de la jeunesse de travailler, car c'est très important. L'élément confidentialité est extrêmement important dans le traitement de ce genre de plainte-là. Et je sais que ça soulève l'indignation dans les populations quand on lit ces choses-là. Mais je pense que comme société, on s'est donné des règles, des organismes, des mécanismes. Et il faut avoir confiance en ces organismes-là. Votre enquête est discrète, ou en tout cas, elle se fait à huis clos, ça je comprends. Mais est-ce que vos rapports sont publics? Les rapports vont devoir être connus. Et ça, je pense que c'est l'Assemblée des commissaires chez nous qui va décider. Donc, les accusations tomberont vers 14h30 cet après-midi. C'est maintenant officiel. Michel Otis et Isabelle Blain ont fait leur arrivée au palais de justice de Saint-Jérôme, là, dernier mois, aux alentours de 10h45 ce matin. Vous le disiez un peu plus tôt, ils étaient attendus de dizaines et de dizaines de curieux. On pouvait voir que cette histoire a vraiment soulevé la réprobation populaire. Ils ont été copieusement hués. Je vous invite à regarder les images qui ont été captées ici ce matin. D'accord. Ah ouais, bon chien, là! Ah, t'as de l'air fin! T'as de l'air fin, mon chien, là! Hey! T'as de l'air fin, mon chien, là! Ah, regarde! L'autre pareil, c'est pas mieux, ça! Donc, comparution aux alentours de 14h30 cet après-midi, des accusations de meurtre au premier degré dans les deux cas. Donc, ils ont été détenus toute la fin de semaine à la suite de la découverte du corps de la petite Christina vendredi après-midi, je vous le rappelle. On se rappelle aussi que la petite avait plus d'une centaine d'échymoses sur son corps lorsqu'elle a été découverte vendredi après-midi. Elle est morte d'une hémorragie cérébrale. Je vous rappelle que l'enfant a été battu, rebattu et battu encore à coups de poing, à coups de pied par le couple Blain-Otis. Un rapport préliminaire d'autopsie nous a appris en fin de semaine que l'enfant avait les côtes fracturées, le foie et la rate éclatée lors de sa découverte. Esther, donc c'est une histoire qui n'en finissait pas. Et justement, il y avait une plainte qui avait déjà été portée. Oui, le 26 juin dernier, la section jeunesse de la police de la communauté urbaine de Montréal avait déjà reçu une plainte anonyme. La police s'était rendue au domicile de la mère dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La police avait constaté plusieurs meurtrissures sur le corps de l'enfant, mais la mère, à ce moment, avait raconté que l'enfant était tombé d'un balcon, donc la police n'avait pas retenu la plainte. Un mot également en terminant, Richard, pour vous dire que la direction de la protection de la jeunesse n'a jamais été alertée de l'histoire du cas de la petite Christina. Donc, je vous rappelle, comparution cet après-midi du couple Blain-Otis, Michel Otis, 27 ans, Isabelle Blain, elle, a 22 ans. Les deux comparaîtront cet après-midi. Je vous prépare un reportage complet au TVA de 18h. Merci, Esther Bégin. Au revoir. Au revoir. Autre histoire d'enfants maltraités, en tout cas abandonnés, c'est dans la Haute-Ville de Québec, également en fin de semaine. Un bébé de 7 mois, Benoît, abandonné en pleine nuit par sa mère dans son logement, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. L'enfant pleurait à s'époumoner et c'est ce qui finalement a alerté un voisin. On rejoint cette fois Isabelle Maher. Bon, Isabelle, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette mère quand même indigne qui a abandonné ainsi son enfant? On sait que la mère, samedi soir, s'est présentée peu après la fermeture des bars. Selon des voisins, elle était passablement éméchée. C'est alors que les policiers l'ont informé que son jeune bébé se trouvait à la DPJ. Aujourd'hui, un enquêteur rencontre la jeune femme de 19 ans pour un peu essayer de savoir ce qui a bien pu lui passer par la tête, essayer d'évaluer les circonstances de cette triste affaire. Seulement après, on saura si les policiers vont porter plainte contre elle. Rappelez-nous justement, Isabelle, comment tout ça s'est passé, là? Comment tout ça s'est passé? Bien, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. C'est un voisin qui a entendu l'enfant pleurer samedi soir. C'est un peu difficile à comprendre, cette histoire-là. On sait que la jeune femme est sur l'aide sociale. Elle vit de l'aide sociale. Récemment, on lui aurait coupé une partie de son chèque. Et parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses 2 derniers mois de loyer, son propriétaire s'apprêtait à l'expulser dans les 3 prochains jours. Isabelle, on en parlait dans le cas de la petite Christina Blain. Ouais. Et dans ce cas-ci aussi, les policiers connaissaient déjà cet appartement. Oui, les policiers se sont présentés à cette adresse le 28 mai dernier. Ils sont venus parce que l'enfant, Alexandre, avait été mordu au visage par l'un des 4 rats domestiques de la mère. Et puis, comment va l'enfant maintenant? Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, on a des nouvelles. Selon la DPJ, l'enfant se porte bien. Il se trouve d'ailleurs toujours à la DPJ. La DPJ qui a ouvert une enquête et on saura seulement cet après-midi ce qu'il adviendra de la mère et également de la garde de son enfant.
Merci, Isabelle Maire. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Donc, ce sont des événements qui se passent en ce moment. Il y a aussi une explosion survenue dans une marina de la région de Montréal au cours des dernières heures. Oui, en fait, au cours de la dernière heure, vers 11h, 11h15, dans la marina de Beaconsfield, c'est dans l'ouest de Montréal, il y a eu une puissante explosion. Un bateau faisait le plein d'essence. À un certain moment, il y a eu explosion. Il y a un incendie qui a suivi. Il y aurait au moins 5 blessés, dont entre autres un père et son fils. L'incendie est maintenant sous contrôle. On attend plus de détails. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, donc on a envoyé une équipe voir sur place. Bon. Dans la région des Bois-Francs, il y a une conseillère de la localité de Manceau qui avait été assassinée en avril 93. Eh bien, le meurtrier devra, lui, subir un nouveau procès. Oui, ça s'était passé au début de l'année 93, Benoît. Mme Hélène Farman était conseillère à Manceau. Un homme a été reconnu coupable de son meurtre. Elle a été assassinée. Mais là, il y a une décision de la Cour d'appel qui vient de tomber, et décision qui exige un nouveau procès. On joint cette fois Pierre Saint-Yves. Rappelez-nous exactement quels sont les faits de toute cette histoire. Alors, Richard, le 14 avril 1993, 2 jours après que sa disparition ait été rapportée, Mme Hélène Farman était retrouvée morte dans une maison abandonnée du 9e rang à Manceau. Son corps avait été enroulé dans un drap et laissé dans cette maison. Une autopsie pratiquée par la suite avait permis de déterminer qu'elle avait été étranglée. Les soupçons se sont rapidement portés sur Ferdinand Vidal, un ex-locataire, un ouvrier de Manceau, pour lequel Mme Farman avait repoussé les avances. Il a d'ailleurs été déterminé que la voiture de M. Vidal avait été vue à proximité de la maison abandonnée dans les heures suivant la disparition de la victime. Vidal a donc été arrêté, il a subi un procès, il a été reconnu coupable à l'automne 93 du meurtre au premier degré de Mme Farman. Et cette fois-ci, Pierre, qu'est-ce qui justifie une reprise du procès? C'est une erreur commise, semble-t-il, au cours du procès qui s'est tenu à Montréal. Les résultats des analyses de cheveux et de prélèvements sanguins se sont retrouvés accidentellement parmi les documents laissés au jury. Ces documents ne devaient pas se trouver là parce qu'ils avaient été jugés inadmissibles en preuve. À l'époque, le juge avait reconnu l'erreur, mais il avait décidé de poursuivre ses délibérations en sachant très bien qu'éventuellement, les avocats pourraient demander un nouveau procès. Une fois que Vidal a été reconnu coupable, ils ont donc entrepris les démarches pour faire invalider le verdict et ils ont donc obtenu un nouveau procès. Alors Pierre, si je comprends bien, ça va être le 2e procès dans ce cas-ci? En fait, c'est presque le 3e parce que d'abord, les avocats, l'affaire avait commencé ici à Trois-Rivières au palais de justice. Les avocats avaient obtenu un changement de venue, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu que le procès soit déplacé à Montréal pour assurer l'impartialité des jurés parce que déjà, l'affaire avait fait beaucoup de bruit ici dans la région. Merci Pierre Saint-Yves. Au revoir. Au revoir. Alors, des nouvelles judiciaires, nous allons passer aux nouvelles sur la santé. Il y aurait une bonne nouvelle concernant le traitement du cancer du sein. Bien, bonne nouvelle dans la mesure où il y a une baisse du taux de mortalité lié au cancer du sein, une baisse entre 86 et 95. En 86, 32 femmes sur 100 000 décédaient des suites d'un cancer du sein. En 95, selon Statistique Canada, le taux était d'un peu plus de 28 femmes sur 100 000. Donc, c'est une baisse quand même de 10 %. Ça reste grave et il faut continuer d'investir dans la recherche et le traitement. Reste que l'amélioration des résultats est attribuée à l'utilisation plus fréquente des mammographies et à l'évolution des traitements. Ce qu'on appelle maintenant la guerre du saumon, qui a éclaté il y a quelques jours, se transforme en bataille légale. Oui, et le prochain affrontement va effectivement se passer devant un tribunal fédéral à Vancouver. Le procureur en chef de l'Alaska va déposer une poursuite de 2 millions de dollars contre 200 pêcheurs canadiens ainsi que le gouvernement fédéral. L'Alaska veut être dédommagé pour le blocage d'un traversier pendant 3 jours à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Mais c'est pas fini, Benoît. De leur côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique et les représentants syndicaux des pêcheurs songent à poursuivre de leur côté, donc, les pêcheurs de l'Alaska pour avoir pris du saumon canadien en quantité excessive. Richard, on se souvient vous avoir vu un reportage en Haïti. Vous avez visité là-bas le travail des soldats canadiens, des soldats qui, on apprend, vont rester encore quelques mois. Oui. En fait, jusqu'au 30 novembre, c'est en tout cas ce que devrait dire une résolution de l'ONU qui serait adoptée probablement demain. Ça va créer une nouvelle mission qui
qui s'appellerait Mission de transition des Nations unies en Haïti. On a déjà, comme vous le soulignez, 650 soldats là-bas, ainsi que 60 policiers qu'on avait vu, qu'on était allé voir, nous, en mars dernier, des policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC, différents corps de police, dont le SPCUM. C'est le colonel Robin Gagnon qui va diriger cette nouvelle mission. Le colonel Gagnon, qui est officier du Royal 22e Régiment, s'était distingué pendant la crise d'Oka à l'été 90. C'est une décision difficile, Benoît, parce que la situation économique ne s'améliore pas en Haïti. Les gens sont de plus en plus frustrés. Et comme on l'avait constaté, mon caméraman et moi, lorsqu'on y était en mars, les Haïtiens eux-mêmes s'en prennent maintenant aux forces de l'ONU, exigeraient une intervention non seulement policière, mais aussi politique pour améliorer, et économique même, pour améliorer la situation, ce qui n'est pas leur mandat. Alors, ce ne serait pas facile pour nos soldats et nos policiers là-bas. Est-ce que ça ne s'est pas stabilisé au niveau politique? Ça s'est stabilisé au niveau politique, mais le gouvernement n'a pas véritablement de moyens pour améliorer réellement la situation des gens. On ne peut pas leur mettre du pain sur la table. Alors, les gens commencent à dire, mais comment ça se fait d'abord? Qu'est-ce que nous donne la stabilité politique si on ne peut pas mieux se nourrir? Et puis, vous nous parlez aussi de la pollution par les gaz polluants. Oui, ces gaz qui menacent carrément notre planète. Et cette semaine, encore une fois, on va essayer, en tout cas des chercheurs du monde entier vont essayer d'établir des mesures légales pour réduire les émissions dangereuses. Des experts qui vont se réunir à Bonn, en Allemagne. Les spécialistes sont persuadés que la combustion de l'huile et du charbon réchauffe la planète, fait fondre les plus gros glaciers du monde, ceux de l'Alaska. Résultat, le niveau des mers monte, ce qui risque de provoquer des inondations à très grande échelle, sans oublier le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Trou d'ailleurs qui inquiète des chercheurs de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Ils poursuivent justement une recherche pour prouver son effet dramatique sur le milieu marin. Mais à plus court terme, il y a le niveau de l'eau qui inquiète encore en Europe. C'est ça, on parle d'inondations provoquées par la fonte des glaciers. Bien là, en tout cas, en Europe, c'est peut-être pas directement lié à ça, mais c'est quand même très grave. C'est essentiellement en Europe de l'Est, tout particulièrement à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne. Il y a le fleuve Oder qui sépare les deux pays. Le niveau de l'eau continue de grimper là-bas. D'ailleurs, il y a une digue qui a encore une fois cédé sous la pression de l'eau du fleuve. Les efforts déployés pour consolider la digue n'ont pas suffi. Malgré tout, il y a des milliers de soldats, on en voit, et des volontaires qui continuent jour et nuit d'entasser des sacs de sable pour stabiliser les digues. Pour l'instant, 5000 personnes ont été évacuées. Il y en a 9000 autres qui ont reçu l'ordre de se préparer à le faire. Et puisqu'on est dans les nouvelles internationales, Richard, montrez-nous ce robot que les Japonais viennent d'inventer, un robot qu'on dit presque humain. Presque humain. C'est Honda qui vient de créer ce premier robot capable de prendre des décisions selon le terrain, en fonction du terrain et de l'endroit où il se trouve. Regardez-le bien. Il s'appelle P2, mesure 1,80 m, 6 pieds environ, pèse 210 kg, 440 livres. Il est capable de marcher, de monter des marches, de garder son équilibre si on le pousse, ou si encore il y a à avancer sur une surface en pente. P2, de son joli nom, peut aussi pousser un panier d'épicerie ou serrer des boulons. Et justement, donc, Honda étudie différentes façons d'utiliser cette bébite mécanique. Et vous avez dit 1,80 m, 6 pieds pour un Japonais? 6 pieds pour un Japonais, donc c'est un grand Japonais. C'est rare. Oui, mais il ne porte pas un nom vraiment japonais, P2. Richard Latendresse, merci pour cette première portion d'information. Après les messages que voici, nous aurons les nouvelles locales et régionales. Ouais. Au revoir. On craint des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h et même plus, et de la grêle de 2 cm et de fortes pluies. Le public est invité à prendre les précautions qui s'imposent. Les policiers de Trois-Rivières sont toujours à la recherche de l'assassin de Gilles Marin, battu à mort jeudi soir dernier. Les agents ont finalement relâché le suspect de 33 ans, arrêté vendredi dernier en rapport avec le meurtre. Les enquêteurs espèrent obtenir d'autres éléments pouvant mener à la condamnation du meurtrier. Gilles Marin, un homme dans la cinquantaine, a été tabassé devant sa résidence au 3130 boulevard Raymond vers 21h30 jeudi dernier. Les policiers s'interrogent toujours sur le mobile de l'agression. Ferdinand Vidal de Manceau, dans les Bois-Francs, devra subir un 3e procès relativement au meurtre de Mme Hélène Farman en avril 1993. La Cour d'appel du Québec vient en effet de casser le verdict de culpabilité prononcé par un jury au Palais de justice de Montréal. On va faire le point sur cette histoire en compagnie de Pierre Saint-Yves. Alors Pierre, tout d'abord, rappelez-nous les faits. Tout cela commence le 14 avril 1993. 2 jours après sa disparition, Mme Hélène Farman est retrouvée morte, abandonnée dans une maison du 9e rang à Manceau. Son corps était enroulé dans un drap. L'autopsie pratiquée par la suite a permis de conclure qu'elle avait été étranglée. Les soupçons se sont rapidement portés sur Ferdinand Vidal, un ouvrier et ex-locataire de Mme Farman, qui avait repoussé ses avances. La voiture de Vidal avait d'ailleurs été vue autour de la maison abandonnée dans les heures qui ont suivi la disparition de la victime.
Vidal a donc été arrêté. Il a subi un procès et est reconnu coupable du meurtre de Mme Farman à l'automne 93. À ce moment-ci, pourquoi est-ce que la Cour d'appel casse le jugement? À cause d'une erreur commise au cours du procès, les documents, les prélèvements, les analyses de cheveux et prélèvements sanguins de Vidal se sont accidentellement retrouvés parmi les documents laissés au juré, alors que ces analyses avaient été déclarées inadmissibles en preuve. Le juge avait alors, c'est-à-dire on avait constaté l'erreur au cours du procès, mais le juge lui avait décidé de continuer les délibérations en sachant pertinemment qu'éventuellement les avocats de Vidal pourraient demander un nouveau procès. Alors Vidal a donc été reconnu coupable. Ses avocats ont aussitôt entrepris les démarches pour faire invalider le verdict et ils viennent d'obtenir un nouveau procès. Donc, troisième procès, ce sera le troisième. En quelque sorte, oui, parce que la cause avait d'abord été entendue à Trois-Rivières, au palais de justice, mais les avocats avaient obtenu un changement de venue, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu que le procès soit déplacé à Montréal pour garantir l'impartialité des jurés, parce que déjà, la cause avait fait beaucoup de bruit dans la région. Oui, évidemment, ça avait semé beaucoup d'émoi. D'ailleurs, vous allez vous rendre sur place cet après-midi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La date du procès n'est pas encore fixée. On ne sait pas si Vidal demeure en prison. Non, effectivement, on doit attendre qu'on détermine une date pour le procès. Quant à Vidal, on peut présumer qu'il va rester derrière les barreaux, mais tout cela reste à être confirmé. Alors, on n'aura plus de précision au bulletin de 18h. Merci, Pierre Saint-Yves. Au revoir. Québec commence à réagir face au refus par Pointe-du-Lac de payer pour la Sûreté du Québec. Des fonctionnaires ont commencé à appeler, mais se sont fait répondre que le village ne paiera pas. Pointe-du-Lac a retenu le premier versement dû le 30 juin dernier, choqué de s'être vu imposer cette année une hausse inexpliquée de 40 pour le service de la police provinciale. Moi, pour l'instant, il n'est pas question de payer. À Pointe-du-Lac, la résistance au transfert précipité de dépenses vers les municipalités tient le coup depuis maintenant un mois. Conformément à sa résolution officielle, le village n'a pas envoyé son chèque de 286 000 $ le 30 juin pour les services de la Sûreté du Québec, se plaçant ainsi en situation d'illégalité. C'est-tu légal, le ministre, d'arriver avec une augmentation de 40 %? C'est peut-être pas plus légal non plus, une augmentation de ce montant-là. Malgré, dans le contexte, le caractère hautement symbolique du geste de Pointe-du-Lac, le ministre des Affaires municipales n'était au courant de rien. Manifestement, ses fonctionnaires ont omis de l'informer qu'il s'était pratiquement fait raccrocher la ligne de Shawinigan qui ont récolté les honneurs. Les épreuves traditionnelles étaient au programme: sauvetage, arrosage, épreuves physiques, coupe de bois à la hache et à la scie mécanique. Et puis la neuvaine à Sainte-Anne a pris fin hier à Yamachiche. L'évêque du diocèse de Trois-Rivières, Monseigneur Martin Veillette, a présidé la célébration eucharistique samedi en rappelant toute la dévotion que témoignait sa famille à la bonne Sainte-Anne. À cette occasion, plusieurs centaines de personnes se sont entassées dans l'église de Yamachiche pour cette soirée de prière consacrée à la patronne de la paroisse. La cérémonie a été suivie d'une procession au flambeau. Il y a un individu de Montréal qui a subi de graves blessures dans un accident de véhicule tout-terrain hier en début d'après-midi dans le secteur de Parent, en Haute-Mauricie. L'homme qui était seul sur le véhicule circulait près du lac Châteauvert, près de la route 1. C'est un hélicoptère affrété par la sécurité publique de Latuc qui a fait le sauvetage. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Dans le monde du sport, eh bien, le week-end a été particulièrement difficile pour plusieurs Québécois. Il y a Pierre Pagé qui va en faire le résumé, mais auparavant, Marc Messier va poursuivre finalement sa carrière avec les Canucks de Vancouver. La signature du contrat sera confirmée aujourd'hui. Le joueur autonome Mark Messier a signé un contrat à long terme avec les Canucks de Vancouver. Messier, âgé de 36 ans, a signé une entente de 3 ans évaluée à 18 millions de dollars avec les Canucks. L'annonce devrait être faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Course automobile, le vétéran pilote autrichien Gerhard Berger a su tirer les honneurs du Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne. Michael Schumacher a terminé 2e, Mika Hakkinen 3e. Le Québécois Jacques Villeneuve, sur sa Williams, a été contraint à l'abandon après une sortie de piste à 11 tours de la fin. Série kart, Patrick Carpentier a mené le US 500 du Michigan pendant 14 tours, mais a dû abdiquer au 144e passage en raison de problèmes électriques. Alex Zanardi a remporté l'épreuve. Baseball, les Expos ont encaissé une autre défaite hier, 7-2 contre les Astros de Houston. Il s'agit du 8e revers de l'équipe montréalaise. En 9 matchs, les Expos vont jouer contre Colorado aujourd'hui. Et enfin, au tennis, Sébastien Larreau de Boucherville et son partenaire américain Alex O'Brien ont remporté le double à l'Omnium de tennis de Los Angeles. À noter que les internationaux du Canada débutent aujourd'hui à Montréal.
À la météo, le temps chaud et humide tire à sa fin. Alors pour aujourd'hui, c'est brumeux avec des possibilités d'averses à 40 et des risques d'averses en après-midi, maximum de 27. Le ciel se couvre la nuit prochaine avec un minimum de 11 degrés. Demain mardi, ciel variable, des averses à 30 surtout en après-midi, maximum de 21 degrés. Vous entendez la foule en colère qui, ce matin, au palais de justice de Saint-Jérôme, a accueilli les parents de la fillette de 3 ans qui a été trouvée morte. Et on a appris au cours de la fin de semaine qu'elle avait été battue, probablement plus qu'une fois à part ça. Alors, c'était l'arrivée au palais de justice. Vous avez vu Esther Bégin en direct dans le bulletin de nouvelles tout à l'heure. La comparution aura lieu cet après-midi. Les gens s'étaient déplacés pour aller à la porte du palais de justice de Saint-Jérôme pour insulter le couple qui va être mis en accusation de meurtre au premier degré, qui sera déposé cet après-midi. Ça me rappelle simplement au niveau de la situation ce qui s'était passé l'été dernier dans la région des Bois-Francs, alors que ce sont les gens de ce coin-là qui s'étaient déplacés pour aller au palais de justice, injuriés également de la même sorte, tellement ils étaient en colère contre le jeune homme qui avait assassiné un couple dans la région de Disraeli. Pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On a plusieurs questions qui se posent, évidemment, quand on a plusieurs drames qui surviennent comme ça, surtout concernant des enfants. Plusieurs intervenants, plusieurs personnes vont nous expliquer ou vont tenter de nous faire comprendre ce qui peut